je n'avais plus de sens à ma vie. Et c'est ça qui me plonge progressivement dans une dépression. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire concrètement de ma vie? Je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans, je voulais devenir footballeur professionnel. J'ai pu jouir de ce métier-là durant quasiment plus de 10 ans. Et j'ai pu me construire, j'ai pu me fonder quelque part. Et à un moment donné, tout s'arrête. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Comment ça va les gars? Las. Ça va, tranquille. Tranquille, tu vas bien? Ça va. Ça se passe? Boulazed. Dédicace à Boulazed, très bien. Dédicace à mon coiffeur qui m'a arrangé à la dernière seconde. Ah, tu vas au coiffeur? Mokhtar. Bien sûr, je vais au coiffeur. Tu payes combien le coiffeur pour ça? C'est gratuit, c'est gratuit. Mokhtar à Cachan, merci. C'est vrai que c'est embêtant de payer et moi je peux te le faire gratuit. Tu viens, on prend une tondeuse, je te le fais gratuit. Allez, roule, tu fais perdre du temps. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Tranquille. Pareil, niveau coiffeur, c'est pareil, c'est pareil que Las. Axel qui est avec nous aujourd'hui, ça va? Ouais, bien. Ça va. Mon niveau coiffeur, il faut que j'y aille. Ouais, il faudrait que tu y ailles aussi. Je peux te faire une petite coupe, je peux m'improviser aussi coiffeur. Avec plaisir. Je suis fort en coiffeur. Et aujourd'hui, notre invité du jour, Mamadou Diakité. Très content de te recevoir. Merci pour l'accueil. Tous très contents. Oui, bien. Mali puissance, nous, on est contents. Toi m'a dit que tu allais venir, j'étais très content. Merci. Donc merci à toi d'être là. Alors comment on te caractérise? T'es préparateur mental. Alors j'ai essayé de chercher un peu ce que tu fais, mais t'es tellement partout, tu fais tellement plein de choses que je sais même pas comment te catégoriser. Ouais. T'es préparateur mental, Aujourd'hui, ouais, bon, on peut me qualifier comme préparateur mental, mais bien plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'aide les gens à tendre vers leur plein potentiel, comme j'aime le dire, à actualiser tout ce qu'il y a, en tout cas tout ce qui peut faire en sorte qu'ils puissent vivre leur vie qui leur correspond en fait. Donc je suis pas uniquement dans la préparation mentale. D'accord. Voilà, dans le développement personnel, dans la psychologie. Dans le domaine du football ou pas que. Aussi, pas que. C'est-à-dire que je peux prendre un rendez-vous avec toi et tu peux me... Mais à la base même, moi je suis plus dans ça que dans la préparation mentale à la base. D'accord. Moi c'est ce qui m'a intéressé. C'était le développement personnel, la psychologie. T'es dans le stylisme aussi toi, non? T'es un peu, tu aides un peu les gens à s'habiller quoi. Non, pas du tout. Ah bon? Je sais pas. Non, je m'y intéresse. Non, mais ça fait partie, les vêtements, ça fait partie aussi pour prendre confiance en toi. Ça aussi. J'allais t'appeler pour ça, parce que malheureusement, on dit que je sais pas m'habiller. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit appel avec toi. Un petit le contenu de l'émission, donc on va commencer avec Axel. Donc Axel qui va nous raconter un peu ce qui se passe avec un de ses anciens clubs. Alors on dira pas le nom, mais tu nous expliqueras, c'est une histoire assez... Bon, j'ai eu des mails aussi de son ancien club, donc il vous expliquera la problématique et on débattra et j'aurai un peu votre avis là-dessus. On parlera de ton parcours en tant que joueur, parce que c'est intéressant par où tu as commencé, où tu as débuté, tu as été footballeur professionnel, et connaître un peu toutes les mécaniques qu'il y a dans ce monde-là, un peu les clubs que tu es passé, les différents coachs, les différents joueurs, tout ça. Tu nous racontes un peu, c'est intéressant pour les jeunes qui nous regardent. Bien sûr. On parlera du sujet phare de la dépression dans le football, parce on sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont victimes de ça, et pas que des joueurs. Aussi, il y a des gens je crois qu'on est le pays le plus dépressif d'Europe, non? Qui consommons le plus d'antidépressifs. D'accord. Et d'anxiolytiques. D'accord, donc tu nous expliqueras un peu, on discutera autour de ce sujet-là, et on finira par le rewind avec Ali et Roland, qui nous ont mis quelques sujets d'actualité. D'accord. On commence avec Axel. Alors Axel, raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Alors tu as un petit problème en ce moment, je crois que tes victimes ont porté plainte contre toi, c'est ça? Ouais, il y a des procédures en cours, parce qu'en fait, je vais vous expliquer toute l'histoire. Donc été 2023, j'ai plus de club, j'ai quitté le club dans lequel j'étais, j'ai plus de club, et je décide de créer une académie gratuite. Qui s'appelle Gaïa Academy, 100% gratuite, où je limite à 10, 12, 13, 14 enfants qui me correspondent. Bon, tout simple, tout cool. Un club me contacte pour prendre la responsabilité de la catégorie U12. Voilà. J'y vais, pas de problème, tout se passe bien, plein de belles promesses, plein de belles choses. Oui, comme partout, de toute façon. Comme tout le temps. Dans le deal, il y a que ces petits de l'académie, eux, cherchent un club aussi, donc je les propose. Je leur dis, est-ce que ces petits-là peuvent venir dans la catégorie U12, c'est des U12. Le président et tout le staff, le directeur technique et compagnie, acceptent, les mettent dans le club, leur font prendre les licences. Par le biais de communication, etc., d'évaluation, on les met en équipe A. D'accord. Ok. Je n'ai pas décidé de les mettre en équipe A, c'est pas moi. De ce fait, les petits du club sont un peu bifurqués en équipe B. D'accord. Dont quelques petits qui étaient dans la famille de gens du bureau. D'accord, ok. Donc de là, ça commence à faire vriller un petit peu tout le monde. Le président qui est devenu président uniquement pour son fils. Ok. Donc il venait d'être fraîchement élu président. Ok. Il m'a contacté avant d'être président.
Avant d'être président, il m'a dit, ouais, on veut, tac. Donc, son fils ne brille pas, puisqu'il y a des joueurs autour de lui qui sont meilleurs, ce qui lui fait vriller et ce qui lui fait péter les plombs, ce qui a causé ma démission. Et depuis, c'est un acharnement. Alors, j'en étais victime aussi un petit peu par mail, moi, par message ensuite par la suite. Parce qu'en gros, voilà, donc Axel, il fait partie du média, et c'est vrai que voilà, il est sur notre site web, il y a la photo d'Axel en disant voilà qu'il était anciennement responsable du club responsable de l'école de foot, j'ai mis U12 de ce club-là. Et il m'a envoyé des mails, il m'a demandé gentiment. Alors, il a toujours été correct avec moi. Je dis pas non plus qu'il était, voilà. Mais ça se voyait que c'est quelqu'un qui avait un peu le seum, que je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Après, voilà, c'est ses propos, voilà, ça engage que lui. Si tu racontes l'histoire, peut-être que, voilà, après, si lui, il va arriver, il veut dire sa version, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand même, il y a quelque chose d'assez particulier autour de ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je peux comprendre qu'on soit énervé parce qu'il y a une académie. Voilà, mais après, lui, il a été complètement transparent dès le premier jour. Mais toi, tu penses que c'est quoi? C'est lié vraiment à ton académie, ce problème? À plusieurs choses. Je pense qu'en fait, son fils ne brillant pas, la gestion des émotions dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne supporte pas ne pas voir son fils sans le brassard, sans le numéro 10. Voilà, c'est dans un délire total. Et il a vrillé sur ça. Donc, qu'est-ce que tu subis exactement? Il t'envoie des messages? Il envoie des mails, c'est de l'harcèlement. Il y a des petits qui sont encore au club. Certains sont partis parce qu'ils prenaient trop cher, clairement. Il y en a qui sont encore au club. Ils reçoivent toujours, ah, mais tu joues avec lui, tu joues là-bas, t'étais où dimanche, mais pourquoi? Mais t'es fatigué, t'es blessé, nanana. Alors que zéro blessé. On n'a créé aucun problème. On les enlève pas du club pour venir jouer avec moi. Ils ne ratent pas des événements club pour venir jouer avec moi. Ils ratent pas d'entraînement. Ils ratent rien du tout, en fait. L'académie, elle continue? Ouais. Ok, d'accord. Moi, j'ai gardé mon académie. Mais pendant que j'étais au club, j'ai arrêté l'académie. Ok. Et donc là, alors, ce que je sais bien, c'est qu'il a porté plainte contre toi, mais contre. On sait pas. Alors, tu sais pas encore s'il a porté plainte. Non. C'est ce qu'il se dit. Ben, j'ai même reçu un message de sa part comme quoi des procédures étaient en cours contre moi. Je n'ai pas les raisons. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, autour de la table. Un peu. Pour toi. Je suis un peu choqué, mais. C'est étonnant. Bah oui, c'est étonnant parce que j'arrive pas à comprendre. Hein. Après, la gestion des présidents ou des dirigeants qui sont là uniquement pour leurs enfants. C'est ça. Ça, c'est. Après, on connaît. C'est monnaie courante. Ouais. Après, là. Franchement. Est-ce que ça t'est arrivé, toi? Quelqu'un qui arrive, qui a une académie et tout, tac, après, tu vois que ça crée des problèmes. Non, franchement, ça me parle pas. Mais famille et foot, ça fait pas bon ménage. Et c'est dur d'avoir dans le même club que l'éducateur, il gère le fils du président, le fils du directeur technique ou je sais pas quoi. Et moi, je pense que ça, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Il faut pas. Est-ce que vous comprenez le président? Est-ce que le président, Mamad, tu as compris un peu l'histoire? Est-ce que tu peux comprendre le président qu'il est un peu énervé, qu'il est un peu déçu? Je sais pas. Après, moi personnellement, je comprends pas. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre? Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent un peu sa réaction. Non, comme ça, tel que Axel l'a expliqué, non, je comprends pas. Après, c'est pour ça que faut voir quels sont ses enjeux à lui en fait. C'est ça. On sait pas ce qu'il veut réellement. Parce que pour lui, les jeunes, ce qui importe, c'est que les jeunes prennent plaisir. Parce qu'en vérité, on parlait de U12, tu vois. Donc, moi, je suis un peu dépassé. Hein. Je te mens pas. Toute cette pression qu'on a avec les gamins. C'est ça. Il doit juste jouer au football. Il a voulu porter plainte contre nous aussi, hein, contre moi et contre Unifoot, ouais, parce que. Pourquoi? Parce que j'avais mis sur le site comme quoi il entrait dans ce club-là, qui était responsable, et j'avais pas encore corrigé vu qu'il était parti. Et il disait on va porter plainte, je vais mettre des procédures, machin. Ah, donc il est très procédurier alors. Oui, il est très procédurier. J'apporte une précision, c'est-à-dire que la fois où j'ai fait l'émission et je me suis présenté comme tel, j'ai demandé l'autorisation avant au club. C'est-à-dire que j'ai demandé. En tout début d'année, en fait, c'était une émission et j'ai dit est-ce que je peux me présenter en tant que responsable du 12 de ce club? Oui, il y a pas de souci, Axel. On se présente, il me marque, je démissionne. Ouais. Je pense que t'as oublié, ça a traîné. Pas tout le temps sur les sites web pour changer. Hein. Après, je suis sûr que ça peut s'ennuyer, mais bon, on travaille. Il y en a qui travaillent malheureusement. Après, c'est très compliqué d'être. Quand il s'agit de la famille, c'est très compliqué de garder sa neutralité, son objectivité. Et lui, je pense, je connais pas, mais je pense qu'il est en plein dedans, quoi. Voilà. Après, je pense qu'il faut qu'il se détende un petit peu. Moi, et il peut aussi venir. Hein. Moi, je fais le contact pour l'émission. Bien sûr, ouais. Il peut m'appeler et puis on discute, comme ça, je pourrais lui dire aussi ce que je pense en tête à tête. Mais c'est vrai que je voulais l'appeler parce que je trouve ça un peu. Après, on va pas rentrer dans des histoires parce que pour moi, c'est des histoires à dormir debout. Mais c'est vrai que j'étais un peu piqué parce que c'est un mail, message. C'est bon, c'est qu'un petit texte de 3 mots. C'est Axel, éducateur responsable U12.
Que t'as corrigé? Bon, et ensuite que j'ai corrigé. Ok. Et le mec, il me harcèle, détends-toi, prends une petite tisane, je sais pas, moi, tu vois, prends un apéro, je sais pas. Et voilà, faut se détendre, il y a des choses beaucoup plus graves. Après, voilà, comme je te dis, peut-être qu'il y a des choses, voilà, que nous, on sait pas, de ton côté, peut-être. Après, moi, je te fais confiance, t'es avec moi, donc si tu ne serais pas avec moi. Mais, voilà, on sait bien aussi, on sait pas. Il a le droit de s'expliquer. Il a le droit de s'expliquer aussi. S'il veut venir, il vient. S'il veut me passer un petit appel, je suis disponible tous les mercredis. Je suis en repos. C'est mon jour de repos. Donc, si tu veux, je suis disponible. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça va se régler. J'espère aussi. J'espère que tu iras pas en prison. J'espère que je n'irai pas en prison, mais j'espère surtout avoir la paix. Ouais, Je demande rien d'autre que d'être Tu tranquille. le vis mal un peu ou pas, ce truc-là? T'as peur? Est-ce que tu ressens un peu? C'est pas que j'ai peur, mais en fait, c'est toujours quelque chose qui est, en fait, derrière toi, toujours présent. C'est-à-dire que tu vois, toi-même, tu dis, t'es, entre guillemets, t'as pas dit le mot, mais harcelé de mails, de trucs. Ouais, Imaginez, moi qui suis en direct Ouais, c'est avec ça. lui. C'est trop, en fait, C'est ça. pour une situation qui est terminée. C'est-à-dire que je ne suis plus au club, je touche plus à son fils, je fais plus rien, il n'y a plus d'histoire. Tu sais, on dirait que c'est Basta. un peu les histoires, tu sais, quand t'es déçu, c'est comme quand t'avais ton ex et tout, Ouais, c'est ça. elle est partie, t'étais triste. T'es triste et t'essayes, tu vois, t'envoies des messages. Vous faites pas ça, vous? Non, avec moi, alors. En plus, moi, je précise juste comme ça, c'est une petite pique que je vais envoyer parce que Ouais. c'est une petite vengeance. Ah, mais... t'as envie, hein, Ouais, j'ai envie. Mais le club, il part en cacahuète dans tous les sens. Ouais. C'est-à-dire, il y a des descentes parce que les mecs, ils sont pas diplômés, il y a des prête-noms qui se sont pas, enfin, Ouais, non, mais c'est vrai. gère ça plutôt, en fait. C'est vrai. Gère ton coach des seniors qui a pas de diplôme et qui se présente tous les week-ends et tu prends des points de suspension pour ça, en fait. T'occupes pas de mon cas, je suis plus là. Je suis d'accord. En tout cas, on espère que ça va se régler. Que J'espère aussi, ça va se régler, vraiment. On donnera des informations. Et puis, s'il veut venir dans l'émission en parler, comme ça, on fera un fight ici. On fera un contre un et on verra, on jugera qui a raison ou qui a tort. On fera un peu le tribunal. Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien être comme ça. Je regarde et tout ça. Ah, moi, là. Ça m'occupe. On va passer au parcours de Mamadou Diakité. Donc, en fait, alors, où t'as commencé? À quel âge t'as joué au foot? Dans quel club? Raconte-nous un peu ton histoire autour du football. Assez basique en même temps, c'est que moi j'ai commencé à Neuilly-sur-Marne. Alors, t'as commencé à Neuilly. Exactement. Qu'est-ce qui t'a, avant que tu nous expliques un peu à Neuilly, c'est quoi qui t'a donné envie de jouer au foot? Mes deux grands frères. Ah, c'était deux grands frères. J'ai mes deux grands frères. Il faut savoir aussi qu'à Neuilly, moi j'habite juste en face du stade. D'accord. Ouais. Donc tu vois, quand j'ouvre les volets, moi je vois un stade de foot. Peut-être que si j'avais, je sais pas, une salle de judo, j'aurais Ouais, fait t'aurais fait du judoka, judo, ouais. tu vois. Et voilà, donc je suivais un peu la trajectoire de mes deux grands frères. Et le football, ça a été très rapidement une évidence pour moi. Les frères, ils jouent à haut niveau ou... Quand même, j'ai mon grand frère Sili là qui a joué quand même, qui a joué à Caen. Il était en formation à Caen. Je suis allé à Caen grâce à lui. Et voilà, donc il a fait un centre de formation et le plus grand, non. Donc tu t'inscris à Neuilly, donc tu fais ton école de foot là-bas, c'est ça? Ouais, je fais que 2 ans à Neuilly. Hein. D'accord. Je reste pas beaucoup à Neuilly parce que j'ai déjà cette envie d'aller évoluer plus haut. Donc je vais chez le club voisin, Villemomble. Je sais pas si vous connaissez. Oui, c'est ça, Voilà. oui. Exactement, Villemomble. Et donc de mes, on va dire de mes 8 ans à mes 15 ans jusqu'à que je parte. Ouais, donc t'es formé à Villemomble. Ouais. T'as fait 2 ans à Neuilly, U6, U7 et t'es parti à Villemomble directement. Ouais. Bon, après, je reste formé à Neuilly-sur-Marne quand même. Ouais. Je connais. C'est la ville quand même, tu vois. Ouais. C'est la ville et j'ai été formé, entre guillemets, dans la rue d'abord, tu vois. Oh, mais bon, quand t'as signé pro, c'était plus Villemomble que Ouais. l'argent. Ok. Ah, quoi que. Neuilly, ils auraient bien kiffé, tu touches un peu plus de... T'avais rien touché? Il y avait pas ça, ça existait C'était pas. pas encore? À cette D'accord. époque-là, ouais, ça n'existait pas De encore. toute façon, c'est les 2 dernières années. Donc, Ah bah oui, c'est vrai, c'est Ouais. les dernières années. Non. De quoi? U6, U7, U10, U11, U12, U13. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Ouais, ça. indemnité de formation. Donc, ah bon? U10, Ah, j'ai U11, loupé U12, des épisodes. U13. Si tu ne Anthony. formes pas, tu toucheras rien. Anthony, bon. doit pas beaucoup former, c'est pour ça. Je suis pas à notre page. Donc d'accord, donc tu vas à Villemomble. Ouais. D'accord. Donc ça se passe comment là-bas? Ça se Très bien, très bien. C'est, je poursuis mon cursus, mon parcours, équipe de Seine-Saint-Denis. Je vais jusqu'à la dernière détection de l'équipe de l'Île-de-France. D'accord, ok. Donc voilà. Et ensuite, grâce à mon frère, je suis repéré par le centre de formation du SM Caen. À 13 ans. À 15 ans. À 15, ans. ouais. Ah, directeur en centre de formation, Ouais. c'était pas la préfo, c'était Ouais, en préfo, exactement. non, après formation. Ouais. Préfo, formation, c'était entre les deux. Hein. D'accord. Donc après, tu pars à Caen. Et j'ai envie qu'on se focalise un peu sur tes années à Villemomble. Mm. En fait, alors, est-ce qu'il y a des, parce que c'est marrant, c'est qu'on, des fois, quand je suis avec des potes, j'aime bien leur poser des questions. Est-ce que tu as des moments que tu te rappelles, qui t'ont marqué, que ce soit positif ou négatif? Est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des scènes, tu vois? Ouais, bah après, moi, j'étais très débrouillard. Déjà à cet âge-là. Moi, j'ai le souvenir de prendre le bus, le 303, tout seul avec un sac qui était plus lourd que mon corps et à me rendre à chaque entraînement. Tu vois, j'avais une certaine forme de discipline et c'est sûrement ce qui a fait la différence.
je savais ce que je voulais, tu vois. T'étais déterminé de tout. Ouais, déjà. Ah, tu voulais être professionnel, toi, déjà. Déjà, après, faut demander aussi à François, hein, quelque part, tu vois, je sais pas Il comment. voulait déjà être professionnel. Bah, en fait, vu le parcours de ses frères et le niveau qu'ils avaient, en fait, c'était dans l'ordre. Ses frères, c'était du plus fort au plus faible. Exactement. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'ils étaient faibles, hein. Mais ils avaient un niveau. Les Diakité, ils étaient connus pour être super forts. Ils avaient un don pour le football. D'accord. Ouais. Donc c'est vu que tes frères étaient Exactement. forts. Et moi, j'étais le moins fort, hein. J'ai pas peur de le dire. Mes deux grands frères, c'était des cracks. Moi, on me disait que j'étais un crack, mais par rapport à eux, j'étais le moins fort. Ah ouais. C'est clair. J'étais le moins fort et il y a que moi qui a fait carrière. Après, ils avaient la différence d'âge, c'était de. Mon plus grand frère, il avait 6 ans de plus que moi. Paix à son âme. Ouais. Et il y a mon frère Célie qui a 2 ans de plus que moi. D'accord. 2 ans, d'accord. Ok. Et donc, est-ce que tu repenses à des scènes que tu as vécues quand tu étais jeune qui t'ont marqué, qui t'ont choqué ou qui t'as été déçu ou non. Peut-être de joie aussi, on a tous des moments de joie aussi quand on est jeune. Moi, je pense à des tournois. Ouais, les souvenirs que j'ai, figure-toi, qui ne sont pas à Villemomble, ils sont à Neuilly-sur-Marne à l'époque, où on allait voir les matchs du Restart. D'accord. À l'époque, Stade Bauer. Ouais. Et c'était une dinguerie. Ouais, c'est vrai pour nous, Stade Bauer, ça m'a marqué. Pourtant, j'avais 6 ans, tu vois. On à l'époque, prenait... c'était en quoi, national? D2. D2. Les deux. Restart, exactement, c'était à cette époque-là. Ça m'a marqué parce que nous, déjà, ça nous faisait sortir du quartier. Donc, le club avait alloué un car, on partait tous ensemble, sandwich au fromage, catalane, tout ça. Et non, tu vois, et c'est là que je me rends compte que c'est important d'offrir ce genre de service aux plus jeunes parce que. Et au Red Star avant, tous les clubs partenaires, tout le 93, ils envoyaient des invitations et il y avait une tribune qui était réservée pour tous les clubs du 93 et ça tournait. Je crois qu'ils le font encore. Ça les permettait de. En fait, avec les travaux qu'il y a eu, je pense que ça va se reproduire, mais c'était très bien parce que ça nous permet, nous aussi, d'avoir une image du Star et de fidéliser. Et c'est le club du 93, donc en même temps. C'est ça, et puis il y avait une tribune. Voir aussi ce qui se passe au plus haut niveau. Et il y avait une tribune club. Tous les clubs du 93 et ça tournait et on avait le car, on savait qu'on allait voir. Donc tous vos jeunes voulaient jouer au Red Star. Red Star, oui, bien sûr, parce que à cette époque-là, Red Star avait son centre de formation. C'est vrai. Ouais. Et les jeunes, ils pouvaient se projeter et dire que c'est accessible, tu vois. Ouais, c'est vrai. Que le monde pro, il est pas si loin que ça et que il y a moins de rêver. J'ai vu Suzik avec le Red Star à l'époque. Ah, Suzik. Ouais. Suzik, qui était là-bas, ouais. D'accord. Et ça, c'est un moment qui t'a marqué, qui Bien sûr. Toute ta vie, ça. Ça permet d'implémenter des rêves déjà. Tu vois, parce que dans nos quartiers populaires, on le sait, on rêve beaucoup et nous devons continuer à rêver, tu vois. Donc quand à l'âge de 6 ans, tu vas dans un stade où tu vois l'ambiance des stades et ça te donne des émotions déjà, tu vois. Ce sont là les premières émotions avec le football. Et là, tu dis, ah ouais, t'aimerais bien t'atteler à ça. Je fais une petite parenthèse, t'es pour que les jeunes rêvent et ont envie de devenir professionnel? En fait, c'est simple. Là, t'attaques un sujet qui est très central pour moi. Moi, j'ai créé une association, donc en 2015, elle s'appelle Give a Dream. Give a Dream, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dire en espagnol. Okay. Donc voilà, tu vois. Donc pour moi, c'est les rêves. Mais on doit jamais cesser de rêver, quoi. Et puis d'ailleurs, peu importe ton âge. Pour moi, à partir du moment où tu rêves plus, tu ne vis plus. Je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et encore plus pour les enfants. À partir du moment où un enfant ne rêve plus, c'est quoi? Moi, je le dis tout le temps, et j'ai des jeunes, moi, c'est le fait de rêver qui m'a permis de rester en vie, c'est la vérité. Parce que si j'aurais pas, et c'est Zidane, c'est pour ça que je rencontrerais Zidane, et je lui dirais toujours à Zidane, c'est toi qui m'a sauvé la vie, parce que c'est lui qui m'a fait rêver. Parce que c'est vrai que sans rêve, en réalité, par rapport à chemin de vie que t'as et tout, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça te rattache quand tu veux faire des conneries, que tu machin, tu dis, mais je rêve de ça. Voilà. Et c'est vrai que ça, tu rentres dans un. Mais c'est marrant, mais pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que t'as beaucoup de. On rentre toujours dans un. C'est un peu les sujets d'émission aussi, où on essaye un peu de mettre de côté ce côté de rêve, de devenir footballeur professionnel, dire aux jeunes, voilà, concentre-toi plus sur le côté, voilà, cherche un métier, va pas dans la voie du foot parce qu'il y a pas beaucoup de place. Et c'est là que je me dis, est-ce que pour toi, il faut quand même que les jeunes se focalisent vraiment 100% là-dessus, qui travaillent dur pour pouvoir réaliser leurs rêves, tu vois, ou on leur fait comprendre, voilà, ça, tu n'y arriveras pas, donc cherche à... Non, je pense qu'il y a un juste milieu. À avoir. Pardon, je réponds à Mamad, mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, tu vois. C'est pas qu'il faut empêcher les gens de rêver. Je me fais un peu l'avocat du diable. Faut pas qu'il faut empêcher les gens de rêver. Faut qu'ils se donnent tous les moyens et personne n'a le droit de dire à un jeune, tu vas pas y arriver.
D'accord, on a vu des joueurs de B et de C qui se sont retrouvés en équipe de France. Colomani, ouais. Voilà, des amateurs qui sont arrivés à des 25, 26 ans. Là, N'Golo Kanté qui est choisi alors que on savait même, pour moi, il jouait même plus. Mais bon, Mali plus sensible, bon bref. Mais en même temps, faut dire à ces jeunes la dure réalité de la vie. Prévois un plan A, prévois un plan B, prévois un plan C, et mets tous tes donne-toi les moyens au maximum, mais à l'école, continue à bosser, tu vois. Parce que t'as moi j'ai entendu plus d'une fois ce joueur qui dit, moi j'arrête l'école, de toute façon je serai footballeur, tu vois. C'est pour ça que je me fais un peu l'avocat du diable en disant, bien sûr qu'il faut rêver, et moi jamais, il y a aucun de mes joueurs qui peut me regarder dans les yeux et qui va me dire, Lassana, tu m'as dit que tu seras pas professionnel. Même un joueur de C, D, jamais je lui dirais ça. Mais Axel continue à aller à l'école quand même, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est notre Maman, toi, t'en penses quoi là-dessus? Parce que sur ce fait-là, pour toi, le petit, il doit se focaliser 100% à son rêve, ou il faut qu'il pense, parce que c'est un peu, voilà, tu vois, là on dit. Il peut faire les deux. Tu vois, il va au foot. Moi, à partir du moment où c'est l'enfant qui rêve et qu'il n'est pas là pour réaliser le rêve des parents, ça va pas poser de problème. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Faut pas si le petit rêve d'être professionnel et c'est ne tient qu'à lui. Mais moi, est-ce que je peux vous poser une question? Parce que même moi, j'ai repensé, parce que je sais que l'autre jour, on discutait avec Mathieu et tout, mais en fait, le processus pour devenir footballeur professionnel, le fait de bien travailler à l'école et aussi d'être professionnel en dehors du sport, fait partie alimente le fait de rêver et de devenir footballeur professionnel. Donc, je sais pas pourquoi, en fait, quand il y a un petit qui veut être footballeur professionnel, ah oui, mais attention, il n'y a pas beaucoup de place. Et je pars sur le principe que quand tu réussis dans quelque chose, il faut te donner à 100%. Donc, si un jeune rêve d'être footballeur professionnel, faut qu'il se focalise pour moi à 100%. Mais aussi, il faut qu'ils soient entourés avec des bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, François, tu es footballeur professionnel, entraîne-toi tous les jours. Mais peut-être que je sais pas comment faire pour je sais pas t'expliquer comment bien t'entraîner. Je te fais pas comprendre que l'école c'est super important, parce que tu peux aussi apprendre beaucoup de choses en dehors du football qui peut te permettre d'alimenter, te rendre plus mature et ensuite te rendre peut-être plus performant aussi dans le domaine du sport. En fait, il y a plein de choses, parce que mais si tu fais, allez, je veux être footballeur professionnel, mais aussi il faut que je fasse attention parce que il y a la possibilité que je réussis pas, donc faut que je me focalise sur un métier. Donc pour moi, tu peux pas t'es un peu sur les deux routes. Donc je sais pas, pour moi, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Non, je suis d'accord avec vous. De toute manière, un gamin, tu peux pas l'empêcher de rêver. Exactement. Bien au contraire. Si tu lui dis ça, il écoute pas. Bien sûr. L'enfant, il doit rêver. Et moi encore à 31 ans. Donc l'enfant, il doit rêver, mais c'est vrai que l'environnement, il est important dans la mesure où, on doit être rationnel aussi avec l'enfant. Et il faut lui faire comprendre qu'effectivement, tu peux devenir footballeur, tu peux devenir astronaute, tu peux vivre de tes rêves. Cependant, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais si tu t'en donnes les moyens, si tu mets tous les éléments et les efforts que tu es prêt à consentir des efforts, tu peux réussir. Tu vois, mais en lui faisant comprendre qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et que forcément ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Mais ce discours-là, il est moins, on l'entend beaucoup moins. Tu sais, on parle beaucoup plus directement d'échec, tu vois, au niveau du football professionnel. On dit pas toujours, c'est vrai il faut travailler, tu peux réussir, tu vois, c'est toujours un peu, mais attention, tu fais tout là, mais il y en a peu d'élus, il y en a un sur 1 million, directement on passe sur du côté négatif. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois, parce que, alors, j'ai peut-être la réponse à ça. Je pense qu'en fait, le monde du football aujourd'hui est beaucoup, je sais pas si gangréné c'est le bon terme, mais en fait, c'est beaucoup de frustrés. Donc, indirectement, quand beaucoup de frustrés, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu être footballeur, tout le monde a voulu être footballeur professionnel, mais quasiment personne n'a réussi, quand ceux qui s'entraînent ou qui sont éducateurs et tout. Donc en fait, ils sont toujours dans un discours négatif parce que eux-mêmes n'ont pas réussi. Je pense, tu vois. Donc en fait, ils sont, au lieu de dire travail, fais ci, tac tac, voilà, ils sont directement sur un truc. Attends, voilà. Ça va être dur. Parce que quelque part, ils projettent leur échec directement à l'enfant. Que les histoires, ils peuvent être belles aussi pour. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes, tu vois. Mon histoire, ça sera peut-être pas la même que la mienne. Je sais pas ce qui va arriver pour toi demain, mais par contre, je pense que, et je vais m'arrêter après. Je pense qu'à partir du moment où tu mets tout le mécanisme de travail et que tu feras un recul sur toi-même et que tu t'entoures bien, que quand tu comprends pas un truc, tu essaies de comprendre. Quoi qu'il arrive, il peut t'arriver quelque chose. La chance, ça va arriver pour moi. Mais c'est vrai que si tu donnes pas à 100%, la chance peut-être qu'elle se réduit aussi, tu vois. Axel. Moi, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, le rêve, on le transforme en objectif. Ouais. Systématiquement. Ça veut dire qu'un petit qui va te dire « je veux devenir footballeur professionnel », on a tendance à se dire c'est son objectif, ça reste son rêve. Ça veut dire que le rêve, il est accompagné d'objectifs pour y arriver. Ça reste un rêve, ça reste quelque chose qui est, moi demain, je veux une Ferrari.
qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Donc, je dois mettre des objectifs. Il faut pas transformer le rêve, donc la finalité, être footballeur professionnel, comme un seul objectif. Il faut que ce soit, je veux être footballeur professionnel, oui, d'accord. Je le conçois et je suis avec toi. Comme tu dis, jamais on va les stopper. Jamais tu peux dire, je vais être le ballon d'or. Très bien, tu peux. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'y arriver? Et je pense que c'est là, dans la préparation à l'échec, le rêve, il doit toujours exister, mais on doit le préparer à l'échec sur tous les objectifs qu'il doit atteindre pour arriver à son rêve. Oui, après Ballon d'Or, c'est un autre cas. Bon, après, moi, j'exagère dans le rêve. Je dis la vérité, après, vous pouvez me dénigrer tout ça, mais j'ai toujours dit à un jeune, d'être professionnel, c'est pas dur. Honnêtement, d'être football professionnel, c'est pas dur, c'est de garder son contrat, le plus dur. De toute façon, c'est ensuite. Mais d'être football professionnel, tu peux l'être. Après, garder son contrat, ça, c'est autre chose. Je sais pas ce que t'en penses, Maman, mais. Non, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Pas d'accord? Non. Ah, pour moi, football professionnel, aujourd'hui, t'as beaucoup. À rentrer, c'est dur. Hein. Non, mais après, il faut, si t'es bon. Oui, oui. Non, les deux sont aussi durs, tu vois. C'est vrai que t'as raison dans le sens que c'est vrai que mon discours, il peut être, parce qu'il y en a, on sait très bien qu'ils sont pas à le même niveau, c'est compliqué. Mais, un joueur qui est talentueux, tout ça, sérieux, tout ça. Exactement. Il arrive, il va signer dans un club professionnel. Il peut signer. Il a 90% de chance de signer si t'es très très bon joueur. Ouais. T'as tellement de recruteurs et tout maintenant, t'as tout. Non, mais rentrer en centre et passer professionnel. Exactement. C'est pas la même chose. C'est ça. Et il y a ce truc de 17, 18 ans et passer ce cap, devenir professionnel. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Tu peux être un très bon joueur en 19 nationaux des Girondins de Bordeaux, mais à ton poste, il y a le capitaine et il va pas bouger, lui. Donc toi, quand est-ce que tu vas rentrer dans cette équipe? Est-ce que le club va miser sur toi, va te mettre un contrat alors que il y a un mec indéboulonnable? Il y a beaucoup de facteurs où tu es un très bon joueur, mais tu arrives dans l'équipe première, et l'équipe première, c'est un bloc bas, toi, t'es un genre de ballon. Le coach de la première, non merci, prêtez-le. Il y a beaucoup de petits facteurs comme ça qui rentrent en compte, alors que quand tu es déjà dans le circuit, bah, même si tu es en fin de carrière ici, peut-être que l'autre, tu vas te récupérer, et puis... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maman, on peut continuer. Donc, t'es à Villemont. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu signes en centre de formation. C'est ça, OSM Caen. À Caen, d'accord. Voilà. Donc, c'est là où je rencontre Mathieu Bonnemère dans une génération avec Ronald Zubar. D'accord, ok. Avec Elliot Grandin. Qui? Elliot Grandin. Oui, d'accord, ok. De Marseille, il y avait Benoît Costil. Donc, on avait été une sacrée génération quand même. Tu vois. Tu fais quel poste? Milieu offensif à cette époque-là. D'accord. J'étais 10. Et petit à petit, avec les années aussi, je suis redescendu. Exactement. Donc, pour faire avance rapide, donc voilà, ça se passe bien. Je fais 3 ans à Caen et à la fin de la 3e année, je décide de partir de Caen parce qu'en fait, ils ne renouvellent pas mon frère, grâce à qui je suis venu à Caen. Et c'était un choix difficile quand même. C'était un choix très difficile parce que moi, j'arrive à Caen grâce à mon frère. Caen, à la base, ils sont intéressés par mon frère. Bah, parce que à la base, moi, je suis un pistonné. Alors, j'avais quand même les qualités, hein. Comme je t'ai dit, j'étais en équipe de Seine-Saint-Denis et tout ça, donc ils sont venus me voir. Hein. Mais quand ils sont intéressés par mon frère, ils leur disent ok, moi je suis chaud, mais allez regarder mon petit frère. Donc quand on décide de prendre la paire Diakité, donc je signe là-bas et ça se passe bien. Moi j'arrive au départ, je suis vu comme le petit pistonné, mais avec le temps, bah, je montre mes qualités. Donc je passe de remplaçant de l'équipe réserve et j'ai fini la saison en capitaine en équipe en 17 nationaux. Et à côté de ça, après j'intègre aussi l'équipe nationale du Mali déjà à 17 ans. Ah, incroyable. Donc à la fin de la 3e année, bah moi il me renouvelle, il me propose un contrat professionnel. Sauf qu'à mon frère, on lui dit t'as trop été blessé, parce que c'était le cas, tu vois, il a pas beaucoup joué. Et on lui dit bah toi par contre on te renouvelle pas. Donc moi, énormément de cogitation, hein, énormément de cogitation, parce que je me dis, il y a un contrat professionnel, il y a mon rêve de gosse là qui est sous les yeux, qui est là, mais à côté de ça, il y a de l'ego, quoi. Tu vois, moi je suis venu grâce à mon frère. Peut-être aussi que je voulais pas que mon frère me répète tous les jours, n'oublie pas que si t'es pro, c'est grâce à moi, tu vois. Peut-être. Hein. Peut-être qu'il y avait ça, mais en tout cas, je décide, je refuse le contrat. Il t'a dit quoi? Il t'a pas dit, mais non, mais ça n'a rien à voir. Si, bien sûr. Ouais, il m'a dit ça. Mais là, c'était une question personnelle, là. Mais est-ce que c'est parce que vu que tu étais à Caen, tu rêvais encore plus loin, encore plus haut, dans le club plus haut? Non. Pour le coup, moi, le plus important, c'était de signer contrat pro. Je sais pas que je rêvais de plus haut. Bien sûr, le challenge m'excitait, tu vois. Mais en soi, c'était vraiment une question d'ego, là. Moi, je suis venu grâce à ça, c'était à 17 ans. Ouais.
À 17 ans, tu dois prendre cette décision, tu la prends tout seul. Ouais, je la prends tout seul. Ouais. Et la famille, ils ont pas tiré les oreilles. Non. Mon frère, au contraire, mon frère me dit non, si, ne t'inquiète pas, etc. Mais non, c'était une question de. Et après, c'est Metz, hein. C'est Metz, le club qui décide de me proposer un contrat stagiaire pro. C'est-à-dire, il me propose pas un contrat pro. Hein. Ah ouais. Il me propose un contrat stagiaire pro. Donc là, c'était soit je signe pro maintenant, ou soit je change de club avec un contrat stagiaire pro. Tu avais les 2 propositions. 2 propositions, ouais. Et je décide de quitter le SM Caen et je dis bonjour au FC Metz. D'accord. Donc tu arrives en U18 alors. Ouais, c'est ça, exactement. Et comment ça se change la transition, comment elle se fait? C'est dur pour toi? Ouais, c'est dur un peu. Déjà Mon environnement, ouais, c'est ça. D'équipe, de joueurs, de copains aussi. Exactement, c'est ça. Le climat, parce qu'en Normandie, il pleuvait énormément. Ah. J'arrive dans l'est de la France, il fait archi froid. Il caille. Dans l'est? Il neige. Ouais, à Metz, il neigeait. C'était compliqué. Et il y avait le fait que à Caen, j'avais fait mes gammes quand même. C'est-à-dire qu'on me connaissait. Là, j'arrivais à Metz, dans une génération qui avait été championne de Gambardella, à l'époque où il y avait Emmanuel Adebayor, Ludovic Bragnac, Ludovic Butel, Franck Beria, une génération de dingue. Donc certes, ils étaient un peu plus âgés que moi, mais c'était le FC Metz, quoi, tu vois. Donc je décide d'aller là-bas et tout ne se passe pas comme prévu, dans la mesure où, pareil, il faut un temps d'adaptation et c'était un peu dur. C'était un peu dur là-bas au départ. C'est quoi qui était dur? Le temps d'adaptation, c'était genre tu t'y plaisais pas ou ouais, bah c'est. Tu faisais pas confiance encore? Ouais, c'est que ça me faisait bizarre de changer de statut. Que je peux permettre exactement aussi. Mais après, je pense que les clubs aussi ils se connaissent aussi. Ils savent peut-être que t'as quitté Caen à cause de ton frère et t'arrives, ils vont peut-être être plus durs avec toi aussi. Ouais, peut-être, ouais. Pour le coup, avec du recul, il a été très dur avec moi. Ouais. Ouais, il était Francis de Tadeo, je sais pas si vous connaissez. Non. Je connais parce qu'il était directeur du centre de formation à Montpellier, de Montpellier, d'Auxerre. D'Auxerre, c'est quelqu'un. Moi, je le connais Auxerre. Il a 35-40 ans de métier dans la formation. Ouais. Et alors, je dirais, à Caen et à Metz, là, c'est qui avec quels joueurs les plus forts que t'as évolué? Pour toi, c'était qui si tu retiens un ou 2 joueurs? Mathieu Bonnemer. Et pourtant, je ne jouais pas avec lui. À Caen. Là, je t'ai parlé à Caen. Bonnemer, c'était le top player. Moi, j'allais voir. À l'époque, il était chez les pros. Moi, j'allais voir l'entraînement. J'étais j'avais 16-17 ans, donc je m'entraînais même pas encore avec les pros. Mais j'allais voir les pros rien que pour regarder Mathieu Bonnemer. Il avait une classe incroyable. Il était toujours la tête levée, il voyait avant. Et Mathieu Bonnemer n'a jamais été un joueur très rapide. Il n'a jamais été un joueur explosif. Mais de par sa qualité technique, et de par sa vision du jeu, son intelligence de jeu, il faisait ce qu'il voulait. Pourtant, c'était l'un des plus jeunes. Hein. Tu vois, faut savoir que là, je te parle de ça. Lui, il avait 20 ans, 21 ans. Mais c'était un taulier. Et toujours une humilité hors pair, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a pas changé et c'est toujours le frérot, tu vois. Ouais. Et donc, Mathieu Bonnemer m'a beaucoup impressionné. Et pour le coup, Benoît Costil, le gardien de but, on était ensemble dans la même classe. Donc, entre personnes... Comment? Benoît, il est parti à Rennes aussi. Voilà, il est parti. D'abord, non, pas Rennes. D'abord, il est parti à Sedan. D'accord, ok. Il est parti à Sedan, après, il est parti à Rennes. Mais pareil, il a fait partie de la génération 87. Donc, Ben Arfa, Benzema, cette génération-là, il a été aussi champion d'Europe. Et ça se voyait que lui, il allait faire carrière, quoi. Directement, on est dans la même classe. Donc, on n'était pas les plus intelligents. Donc, on s'entraînait comme on pouvait. Et c'est. À Metz, il y avait qui d'autre? Alors à Metz, je rencontre donc Babacar Gueye, je sais pas si ça vous parle. Papy Cissé. Ouais. Donc Cissé, Newcastle. Voilà. Ludovic Bragnac, Franck Beria. Celui qui t'a choqué? Franck Beria? Franck Ribéry, qui vient après. Ah. Il vient un peu après. Moi, j'étais encore en réserve. Mais. Il était comment, Franck, alors? Franck, c'était quelqu'un avec une confiance incroyable. Franck, il avait une confiance qui lui permettait de n'avoir peur de rien du tout. C'était incroyable. Cette confiance qu'il avait, je m'en souviens, il avait été sélectionné, je pense que c'était Raymond Domenech à l'époque en espoir. Et Franck, il venait souvent à la maison. Tu vois, il y a même des vidéos sur YouTube. Vous allez voir Franck Ribéry, Mams Deka, vous allez voir des vidéos sur YouTube. J'avais la grosse touffe et tout. Et je lui pose une question, parce qu'il était souvent appelé en équipe espoir. Et je lui dis, mais Franck, ça te fait pas bizarre? Tu es en équipe espoir, t'as pas peur? Il y a Evra, il y a des grosses têtes, tu vois. J'en ai rien à foutre. Tu vois, je reste poli. Hein. Non, mais
Mais en même temps, c'était salvateur de fou. Parce que en vérité, c'était comme ça. Et moi, je me mettais une pression énorme. Et lui, il en avait rien à faire. Mais est-ce que tu sais maintenant, avec du recul, pourquoi il était comme ça? Pourquoi il y a des joueurs qui sont comme ça, jeunes comme ça, ils ont autant une force de caractère comme ça? Est-ce que c'est dû à leur parcours? Est-ce que c'est parce qu'on leur apprend? Ou... Est-ce que tu sais pourquoi? Franck Ribéry, je pense que c'est dû à son histoire. Tu vois, en vrai de vrai, c'est quelqu'un qui a un parcours assez difficile, tu vois. Et lui-même en parle. Donc, pour moi, le football, c'était une revanche totale par rapport à tout ce qu'il a vécu. C'était une revanche totale. Et c'était quelqu'un qui a de son bouleversement qu'il a pu avoir précédemment, tu vois, qui a tourné les choses positivement. Donc, je pense que lui, son trésor, c'est son histoire, en fait, c'est son parcours. Il t'a inspiré, Franck Ribéry? Fort. Ouais, Franck Ribéry, il m'a inspiré de fou, encore une fois, de par sa confiance et de par sa tranquillité. Il était déjà dans le ESG tranquille, en fait. C'est du sport, c'est du football, et sa détermination aussi. Parce que c'était un travailleur, hein. Là, faut pas l'oublier, hein. C'est un travailleur de fou. À chaque fois qu'on faisait un super bon gars, Franck Ribéry. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'image qu'on lui a collée à Franck Ribéry en France, un peu? D'enfant un peu... C'est sans connaître le personnage. Tu connais, en France, très souvent, tu vois. Franck, voilà. On connaît pas moi, j'ai une question qui me vient là quand tu parles de Franck Ribéry. Est-ce qu'on est obligé d'avoir vécu quelque chose de particulier pour trouver cette détermination et aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'un mec lambda qui a une vie basique, il peut arriver au bout sans avoir une revanche sur la vie, ou tu vois, avoir connu des galères, ou même si on sait que tout le monde à son niveau, à son échelle, à son niveau, a des petits trucs à surmonter, tu vois. Mais est-ce qu'on est obligé de vivre une dinguerie entre guillemets pour se surpasser, arriver là-haut, ou pas forcément? Non, pas du tout. D'accord. Je ne pense pas qu'il faille vivre des grandes galères pour trouver son pourquoi. Parce qu'en vrai de vrai, il s'agit de trouver son pourquoi. Et que tu viennes des plus beaux coins de Paris, ou que tu viennes des quartiers populaires, tant que tu trouves ton pourquoi, tant que tu sais pourquoi tu le fais, ou pour qui, parce que le pour qui, il est aussi intéressant, il faut pas l'oublier, tu as cette force de caractère. Le pourquoi, le pour qui font largement la différence. Je suis d'accord avec toi à 100%. Parce que j'ai eu un coach, moi, une fois, qui m'a dit quoi? Il m'a dit, Chams, par rapport à ton vécu, tu devrais pas être comme ça. Parce que j'étais très faible mentalement, moi. Par rapport au foot, au niveau du foot. Et moi, ça m'est piqué, parce qu'en fait, ils connaissaient un peu ma vie, mais si vraiment je raconte ma vie, on va dire, en fait, t'es vraiment très très fort mentalement, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc. C'est vrai qu'au foot, ça a rien à voir. Et c'est vrai que on met toujours l'étiquette de, bah voilà, quand tu galères, que t'as eu une vie difficile, donc t'es automatiquement un mec qui est très fort mentalement, donc tu vas pouvoir plus facilement réussir que les autres. Et moi, je trouve pas, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très très belle ta phrase de savoir vraiment pourquoi tu le fais, tout ça, c'est vraiment beau ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'on colle toujours l'étiquette. C'est pour ça que je m'étais embrouillé avec David Astorga, parce que je dis, on met tout le temps on aime bien montrer aux jeunes, voilà, tu galères, ensuite tu travailles un petit peu, on montre même pas trop le fait de travail que les joueurs, ce qu'ils font quand ils travaillent, et après ils montrent la richesse. Moi, je vais poser cette question. Franchement, je pensais pas du tout aujourd'hui parler de ça. Pour réussir, tu vois. Mais j'avais vu une vidéo où on parlait des fils d'eux qui n'ont pas forcément réussi. Ouais. Et le mec, il faisait un lien en disant, je crois que c'est un journaliste, il faisait le lien en disant, ouais, mais ils ont pas galéré, ils ont pas connu ceci, cela. Donc, et moi, il était pas face à moi, je pouvais pas lui répondre, mais j'étais pas forcément d'accord. Ouais. Mais en vérité, ça y joue quand même. Ouais. Ça y joue. Moi, je le vois, hein, j'ai des fils, et ça y joue. Je pense que le fait qu'ils sont dans des conditions meilleures que moi, je ne l'étais, à l'époque où j'étais encore à Neuilly-sur-Marne, dans le 93, restaurant du cœur, toutes les difficultés, je pense que c'est aussi un leitmotiv. Toi, c'est le pourquoi est peut-être un peu plus ancré. Parce que là, tu vois la difficulté en face. Tu vis avec des galères, tu vis avec, tu vis avec les restaurants du cœur, les rendez-vous, t'accompagnes ta mère illettrée qui galère pour s'en sortir. Donc forcément, là, t'es directement ancré dans la difficulté du quotidien. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Moi, mon fils, il m'accompagne pas au restaurant du cœur, Dieu merci. Il m'accompagne pas chez l'assistance sociale. Il voit et c'est aussi un bel exemple, hein. Mais il voit un père qui est là, qui fait ce qu'il aime, qui fait du sport. Voilà quoi, lui quand il rentre à la maison, il voit pas 15 mecs qui sont posés en bas du bloc en train de rouler, tu vois. Donc forcément, peut-être qu'effectivement, bah il y a moins de motivation, de leitmotiv, tu vois. Ça peut y jouer. Je dis pas que c'est tout, mais ça peut y jouer. Mais est-ce que ça peut le desservir? Non,
Ok. Non, ça peut pas le desservir parce que c'est vrai. Non, ça peut pas le desservir parce que c'est le cadre. Mais c'est intéressant ce qu'il dit Lassana parce que justement on parlait. Moi c'est quelque chose qui est souvent venu. Et notamment on voit avec la famille Zidane. Tu vois la famille Zidane, il a quand même 4 fils. Niveau, je vais pas dire faible, mais normal. Donc comment un mec qui est une légende du football fait 4 enfants, il y en a pas un qui joue dans un niveau. Et je pense, sincèrement, ouais, je pense que ça y joue. Mais en même temps. L'histoire avec les Thuram, oui. Voilà, tu te dis, comment ça se fait que Thuram a 2 enfants, les 2 sont l'équipe de France, tu vois. Donc ça peut y jouer. Piston non, pas à ce niveau-là. Après, moi, je le mettais je peux le parallèle avec la formation. Je trouve aussi que le fait qu'on a trop professionnalisé les structures, ou même aussi maintenant, tu sais, au niveau des écoles de foot et tout, ça aussi, ça forme pas les mêmes joueurs qu'avant. Tu sais, même de s'entraîner dans des terrains un peu dégueulasses, dans des vestiaires pas très propres, qui faisait froid. Tu sais, tu solidifies un peu dans les contextes. L'environnement, je pense que ça joue beaucoup. Mais après, moi, je pense, bon, après, chacun a son histoire et tout, mais faut pas oublier qu'aussi, des fois, il y a des gens qui vivent des choses et ça détruit aussi des gens. Parce que tu veux parce qu'en fait, on rentre tout le temps dans un truc. Maintenant, je vois, quand je suis dans des clubs, voilà, t'as vécu ça, bam, alors maintenant, tu vas avoir une force de caractère. Non. Il y en a, malheureusement, dans le football, ils n'arrivent pas peut-être à trouver leur force là-dedans et c'est compliqué. Mais c'est intéressant. Et c'était une très bonne question, là. Ça me change. Et par rapport à Metz, parce que je suis obligé de le citer, j'ai oublié de citer un joueur qui m'a énormément impressionné, que vous connaissez tous, c'est Miralem Pjanic. Oh. Pjanic, exceptionnel. Ouais, j'ai oublié de le citer, mais je peux pas, en fait. C'est une dinguerie de pas citer Miralem. Il était comment, Miralem Pjanic? C'était la force vraiment tranquille, en fait. Une sérénité petit. Une sérénité, une vision de jeu. C'était incroyable à son âge. C'est bien. Je suis content que. On va parler. Non, mais c'est bien. Mais parce que tu vois, là, on aime bien. Tu sais, Pjanic, c'est un milieu. Ouais. Frêle. Ouais. Très fin. Très fin. Pas physique. Pas très rapide. Non. Et il a réussi. Pareil. Donc pour toi, ce qui a fait vraiment la différence, c'est vraiment sur sa intelligence de jeu, sa qualité technique. Parce qu'il y a beaucoup. On dit tout le temps, voilà, il faut être costaud dans l'axe, il faut être machin. Et là, il était comment lui quand il était très intelligent dans son jeu. Ça veut dire qu'il était beaucoup plus mature que nous. Il faut savoir que moi, j'ai 4-5 ans de plus. Il était beaucoup plus mature que nous dans sa vision du jeu, dans l'intelligence du jeu. C'est-à-dire que là où nous, on faisait 3-4 touches de balle afin de faire la bonne passe, lui, il te la faisait en une touche. Pac. Tu vois, donc une qualité technique au-dessus et une vision de jeu que nous, on n'avait pas. Il a fini au Barça. C'est ces joueurs-là qui ont des difficultés, par exemple, physiques, etc., qui, eux, puisent leur force dans autre chose. Par exemple, il dit quoi? Moi, je suis technique, je suis intelligent, donc je sais que si je garde la balle, je vais me faire rentrer dedans. Et ben, ils ont travaillé sur leur la balle, elle arrive, tac, tac, c'est leur vision de jeu. Ils ont progressé autre part. Et c'est pour ça que c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que chaque fois on dit oui, il faut que le mec soit costaud, machin. Non, le mec il va utiliser sa force autrement. Il va utiliser son cerveau. Est-ce que sur tous les joueurs que tu as vus, parce que tu as vu quand même beaucoup de joueurs, tu sais qui a réussi, qui a pas réussi, surtout ceux qui ont réussi maintenant, qui sont réussis dans les grands clubs, qui sont finis professionnels, est-ce qu'il y avait quelque chose de commun que tu as vu en eux? Je sais pas, ça peut être une grosse personnalité, ça peut être par l'intelligence, je sais pas, tu vois, est-ce que tu as eu des choses que tu vois c'est ça qui faisait vraiment la différence? Ouais, la force mentale. En vrai, au-delà de leur qualité technique, athlétique, c'est que toutes les personnes qui ont fait la meilleure carrière, il y a pas eu de... pour moi, c'était une évidence. Quand on parle de Franck Ribéry, quand on parle de Miralem Pjanic, même de Ludovico Bragnac, de Franck Beria, de tous ces joueurs avec qui j'ai joué, de Benoît Costil, Bonnemer, vraiment ceux qui ont fait la meilleure carrière, sincèrement, c'était les plus disciplinés. Sincèrement. Vraiment, ouais. Il n'y a pas eu de chance, quoi. Les mecs, depuis le début, tu savais qu'ils avaient leur plan. Et est-ce que tu as vu des joueurs très très forts qui n'ont pas réussi et pourquoi? Ouais, comme tout le monde, je pense. On a tous ça, ouais. La plupart, en tout cas, les personnes qui étaient très fortes et qui n'ont pas réussi, très souvent, c'est qu'ils n'avaient pas donc la même rigueur, ils n'avaient pas le même sérieux. Et ça s'est joué mentalement. Ouais, ça s'est joué mentalement. À un moment donné, tu tombes sur le mauvais coach. Qui va clairement te faire comprendre que... Il n'y a pas ton temps. Voilà. Et là, c'est compliqué. Tu as été éducateur ou pas? Non. J'ai une question à vous poser. Il faut. Moi, je pars sur le principe qu'il faut... je sais qu'il faut avoir une forte personnalité, un très gros mental, une force mentale. Comment on peut développer ça avec des jeunes aujourd'hui? Comment un éducateur peut travailler sur ça avec ces gars? Parce qu'on sait très bien qu'à haut niveau, et moi, c'est ce que je faisais, et malheureusement, des fois, quand je le fais, des fois, tu as des responsables
dans les clubs qui comprennent pas. Mais après, moi, c'est pas ma faute. Je discute aussi avec des mecs qui ont été pros. Donc, je prends par exemple, moi, sur des mecs qui me parlent et qui ont connu le haut niveau. Tu vois, je vais pas demander à un mec qui joue en district toute sa vie. Et je respecte la vision de chacun. Bien sûr. Mais respecte-nous, respecte-nous. je vais pas, non, mais moi, je vais pas dire, bah voilà, tu vois, en Ligue 1, il faut que tu sois comme ça. Non, j'ai pas joué en Ligue 1, moi. Je préfère demander à quelqu'un qui a joué en Ligue 1 et qui me donne un peu des infos. Et puis après, moi, je les retransmets ensuite. Mais, je sais plus ce que je voulais en revenir. Mais en gros, voilà, comment on peut travailler là-dessus avec un gamin, un jeune, surtout qu'on sait comment c'est le haut niveau, tu vois. Bah moi, ça me semble essentiel de faire ce travail-là, en fait. Ce travail, en vérité, c'est de la préparation mentale, quelque part, tu vois, et de la gestion émotionnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les éducateurs, et vous allez pas me contredire, ne sont pas uniquement entraîneurs, tu vois. Voilà, aujourd'hui, tu gères tout plein de choses. T'es assistant social, parfois même, tu fais des choses qui sont liées à... Tu vas aller chercher au commissariat. Dédicace, non, je peux pas. Tu vois, donc ouais, bah, ça me semble de créer, même si c'est très difficile ce que je veux dire, mais de créer la proximité avec les gamins, en fait, de les comprendre, les gamins. Tu vois, c'est pour ça que ça dépasse l'aspect faire un contrôle orienté, joue dans les intervalles, tu vois. Je pense qu'il faut les comprendre parce que finalement, si on les comprend pas, on peut pas les gérer. Je suis d'accord avec toi. C'est des instances sociales aujourd'hui, des psychologues. C'est pour ça que j'ai été contre moi de ces éducateurs aujourd'hui. Malheureusement, on éduque plus des joueurs au football. On est aussi dans l'éducation professionnelle, en dehors du football, tout ça. Donc on n'est pas que limité à leur apprendre à former. Et en plus, même si je veux qu'ils soient un bon joueur, je suis obligé de m'occuper du reste parce que plus il va être mieux dans sa tête, psychologiquement, je sais qu'il va aller où je veux qu'il aille aussi. Donc, et en plus, franchement, nous, on a de la chance au foot. Hein, parce que la plupart, ils viennent au foot parce qu'ils aiment ça, tu vois, ils sont passionnés. Donc, on s'en sert comme d'une base. Et avec cette base, on essaie de structurer des futurs hommes. Mais vraiment, on a de la chance. Parce que ils se retrouvent à faire d'autres activités qu'ils kiffent pas du tout. Et là, du coup, pour essayer de rentrer dans leur tête pour les comprendre, c'est impossible. Alors que au foot, là, t'as cette espèce de baguette de tu joues au con, tu vas pas jouer, du coup, ils t'écoutent, du coup, tu peux échanger. Et comme il dit, maman, tu les comprends. Et plus tu les comprends, plus c'est facile. Alors que quand ils parlent une autre langue, laisse tomber, tu vois. Tu sais, j'ai fait j'aime pas trop parler de ce que je fais vraiment, mais j'ai fait un effort sur moi-même un jour avec parce que alors on est un peu dans une société aujourd'hui, on s'en fout un peu de prendre vraiment du temps avec quelqu'un pour pouvoir le développer, d'essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Des fois même des gens on le connaît pas trop, mais on n'aime pas déjà comment il est, mais tu vois. Puis à un moment, j'avais fait avec un joueur, alors, je sais plus, c'était il y a longtemps. J'avais fait un petit effort, tu vois. J'ai dit, attends, je vais essayer de comprendre pourquoi il est comme ça. Tac, j'essaie de comprendre. Au d'un moment, t'as la petite voix dans ta tête qui te dit, vas-y, laisse tomber. Parce que déjà, on te dit déjà avant, laisse tomber, parce que, voilà, tu vois, on n'a pas le temps, quoi, tu vois. Et en fait, j'essayais de combattre un peu, c'est comme, tu vois, c'est ça la force mentale aussi, tu vois, t'essaies de combattre la petite voix qui dit, non, stop, arrête, ça sert à rien, et moi, je forçais, j'essayais de découvrir un peu comment il était en dehors du foot, sa famille, ses parents, ses frères aussi, parce qu'il y avait des problèmes avec ses frères, tout ça. Et je commençais à comprendre un peu plus ce joueur. Et quand tu comprends plus ce joueur, et ben, je vous jure, c'est vrai, et ben, tu sais comment lui parler, comment aussi le piquer, comment sortir le truc au bon moment. Et je vous jure, l'évolution, elle était 10 fois plus rapide. Et il faut vraiment le vivre. Je sais que c'est dur parce qu'il faut faire vraiment faire un effort sur soi-même en tant qu'éducateur parce que des fois, t'as pas envie de le faire. Aujourd'hui, quand ça demande 6, 7, 8 mois, voire 1 an, on dit c'est trop long, on n'a pas le temps, on veut que ça soit fait lundi, on commence lundi, on veut que vendredi, on a un résultat. Des fois, ça peut prendre même des 2-3 ans avec certains joueurs. Et ce qui est vrai, c'est que quand on connaît vraiment son joueur ou l'humain qu'on a en face de nous, c'est vrai que t'arrives plus à obtenir vraiment quelque chose de lui. Et la progression, je la voyais direct, c'était incroyable. Et après, t'as tout le monde qui sont choqués et tout. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est un vrai... Et pour toi, c'est bien et satisfaisant. Ah, t'es content de voir un résultat. Même quand le mec il vient te voir et tout, il dit franchement merci parce qu'en fait c'était un gamin où tous les éducateurs avaient des problèmes avec lui et moi je m'étais battu dans le bureau en disant non avec moi il se comporte alors je disais pas moi on se comporte comme ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ego, les gens diraient il se prend pour qui dire avec moi machin, mais moi il me respectait un petit peu et moi je discutais tout le temps. Mais des fois j'avais pas envie de discuter avec lui parce que moi j'ai autre chose à foutre aussi, j'avais envie de rentrer et tout, tu vois. Non mais c'est vrai, mais je faisais l'effort. Je disais quand même ce jour-là peut-être que j'aurais été à sa place, peut-être qu'il a des choses qu'il vit en dehors du football que moi je suis pas au courant et que bah voilà, tu vois. Et je me suis dit bah voilà, je vais faire l'effort, je faisais l'effort. Et quand ça paye, je me dis bah je fais quelque chose de bien, j'espère que je serai récompensé peut-être, mais j'étais content. Faut quand même avoir du courage pour faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui te freinent quand même, qui te disent attention, tu rentres trop dans l'affect, attention, tu dépasses ton rôle d'éducateur, il y en a beaucoup. Enfin en tout cas, moi je suis comme toi et souvent on me le reproche d'être trop dans l'affect ou trop proche des joueurs ou trop. Bah, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Si t'es trop dans l'affect, on peut aussi t'accuser de trucs bizarres. Non, mais c'est vrai, il y a des choses aussi. Moi, je connais des gens, après, on dit, ah, regarde, lui, il est trop proche des joueurs, c'est bizarre. Non, mais c'est vrai. Mais après, il faut trouver le juste milieu, il faut aussi être aussi professionnel dans la manière de le faire. Hein. Moi, je faisais pas le truc tout seul avec lui dans un truc. Non,
Je suis dans le structure club, il y a toujours à côté des gens, on discutait. Des fois, c'était un repas, je ramenais un autre ou deux, on discute. Tu vois comment il vit en dehors, c'est bien de voir un petit peu. Mais donc voilà. Donc, Metz. Mon parcours, il est balai. Je sais pas si on aura le temps. Non, rapidement. Donc après Metz, donc, qui est mon deuxième club formateur où je suis champion de France de Ligue 2. Justement, avec Francis de Tadeo, c'est mon premier titre. Et le dernier, je pense. J'ai en train de réfléchir. Et voilà, donc je fais 5 ans à Metz. Après, ouais, en l'axe, toujours. Voilà, dans l'axe, ouais, milieu de terrain en défensif. Et ensuite, je signe à Moucron, un club de première division belge. La différence entre la France et la vie ou pas? Belgique? Oui, pas plus que ça en vérité. Pas plus faible? Ouais, pas franchement, une petite différence, mais. Je t'ai dit quand je vais là-bas, ça va être un peu plus faible, je vais peut-être mieux réussir. Non, j'ai pas sous-estimé le championnat belge. Non. Donc après. Sur ce que t'allais dire. On sait jamais. Mamadou Diakité sous-estime. non, c'était une très belle expérience d'ailleurs. Moucron, très belle expérience. Niveau des structures, c'était pareil? Ouais, grave. J'ai trop aimé ce club. Les moyens financiers. Franchement, ouais. Franchement, les Belges, c'est vrai qu'on a mais c'est des très bons clubs, hein. Très bons formateurs. Exactement. Ouais, j'ai beaucoup aimé le club. Mon Belgique, après. Voilà. Ensuite, je fais une expérience un peu plus exotique où je signe au Qatar. Donc là, on est en 2010. On arrive au Qatar comme ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le club de Moucron fait faillite. D'accord. Et lorsque le club fait faillite, j'ai quelques propositions, mais des propositions qui, pour moi, ne sont pas plus intéressantes que ça. Alors, je décide de prendre un peu plus mon temps. Et là, j'ai une offre qui me vient du Qatar. Et en fait, cette offre-là, moi, je vois mon enfance, quoi. Je me dis, mais avec ce que je peux obtenir, ce que je peux gagner là, bah, je vois les années de galère, quoi. Je vois les restaurants du cœur, je vois l'assistance sociale, je vois la maison à ma mère et je réfléchis pas très longtemps. Je te dis la vérité, je réfléchis pas très longtemps et je décide de m'engager là-bas pour 2 ans. D'accord. Tu touches combien au Qatar? Non, on peut le dire. Ouais, on peut le dire. J'étais l'année, et sachant que j'étais pas un Les gens aiment bien savoir. Ouais, non, j'étais à 200 000 euros pour, 200 000 euros l'année. Quand même. 200 000 euros l'année pour quelqu'un qui touchait à Moucron, j'étais à 15 000 euros, quoi. Je peux te poser une question ou pas? Peut-être qu'elle je parlais pas déplacer, mais est-ce que tu t'embourgeoisis un peu? Tu sais, genre, tu passes de. Ouais. Alors, 15 000, c'est quand même énorme, faut dire, hein. Ouais. Des fois, il y en a qui se rendent. Même moi, je le raconte, je suis à 2 000, 3 000 euros, déjà, je sais pas quelle je rigole. Non, mais est-ce que, voilà, 15 000, déjà, t'es à l'aise quand même, Ouais. très bien. Et quand tu passes d'une somme comme ça, bah, même déjà, de 1000 à 15 000, déjà, c'est, déjà. Tu changes un peu des Ouais, bien sûr. Mais de 15 000 à 200 000. Ouais, j'ai pas, il y a quelques habitudes qui avaient changé. Ça veut dire que moi, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais quand même, tu vois, mais il a fallu que j'aille au Qatar pour que je rentre pour la première fois dans un Louis Vuitton. Mais je rentre dans un Louis Vuitton, voilà, je vois des sommes qui ne me font plus pleurer à cette époque-là, tu vois. Donc je me dis, je peux payer cette valise à 2 000 euros. Tu vois, pour moi, à cette époque-là, c'est incroyable. Enfin, je me dis, tu peux pas payer une valise à 2 000 euros, en fait. Ton père, ta mère gagnaient 2 000 euros à eux deux. Comment toi, tu vas payer une valise à 2 000 euros? Tu vois, donc quand je suis à Louis Vuitton à cette époque-là, bah je remets toute ma vie en question, en fait. C'est-à-dire qu'à la base, je suis censé me faire plaisir dans une valise et je suis à Louis Vuitton, je me dis, mais limite, je le voyais comme une trahison envers ma mère, quoi. Tu vois, je l'ai quand même acheté, la valise. T'étais gêné? Ouais, j'étais un peu gêné. Mais c'est bien que t'es gêné dès le début. Quand même, parce que, alors moi, après de ce que je sais, il y a des gens qui, quand ils touchent directement des sommes qui sont grosses comme ça, ils font d'abord on passe tous, des fois, je pense, par une connerie au début, tu étais là, tu dépenses, machin, et c'est après, quand tu fais tes erreurs, que tu comprends et après, quand tu retouches. Mais toi, t'as compris vite dès le début. Ouais, et ça m'a aidé. Heureusement, j'ai toujours eu cet état de conscience où je me remettais un peu en question, tu vois. Voilà. Donc, mais ça m'a pas empêché d'arrêter, hein. J'ai eu ma période du footeux qui veut prouver à toute la terre entière qu'il a de l'argent, qu'il s'habille chez Louis Vuitton et en marque, hein. Je suis passé par là. Donc là, aujourd'hui, est-ce que tu es dans la sensibilisation auprès des jeunes autour de l'argent dans le foot ou pas? Oui. Parce que c'est quelque chose qui est important. C'est important, ça fait énormément de sens. Mais sans vouloir trop leur en fait aller dans leur sphère, en fait, tu vois. Je pense qu'on peut être pédagogue en faisant de la prévention, mais sans leur expliquer ce qu'ils doivent faire, tu vois. Ils doivent faire leur choix, selon moi. On les éduque pas financièrement. Toi, t'as pas préparé à toucher cette somme-là. Non. Donc tu pars au Qatar, après c'est fini, tu touches. Après je me blesse. D'accord. Donc je me blesse. Première dépression après la blessure du Qatar. J'arrive là-bas, je me blesse au bout de 7 mois, 8 mois. Première blessure. Ouais, là-bas. Ouais.
Et première blessure, 25 ans, je crois. 25 ans. Ouais. C'est quoi la blessure? Je me fais ligament croisé là-bas. Ouais. C'était dur. Ouais, c'était dur. Ouais, là-bas, comme je disais, c'est là-bas que j'ai appris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Parce que quand j'ai commencé à me blesser, les entraîneurs ne me serraient plus la main. Voilà, parce que j'étais considéré comme le joueur extra-communautaire qui vient apporter une plus-value à l'effectif. Donc à partir du moment où nous, on a misé sur toi et que toi, maintenant, tu ne sers plus à rien. Donc nous, tu nous mets concrètement dans la difficulté. Donc à ce moment-là, les éducateurs, enfin les entraîneurs ne me serrent plus la main. Le président, je deviens un peu le mec qu'il faut éviter, tu vois. On t'oublie, tu sais rien de toute façon. Exactement. Tu es blessé, donc c'est dommage. C'est le foot, c'est que exactement. Donc tu te blesses, après ça se passe comment? Donc tu rebondis, après rapidement on va finir là-dessus. Ouais, voilà, exactement. Mais alors ouais, après bon, je rentre. Hein, je leur laisse même plus d'un quart de ce que je devais toucher et je décide de rentrer. Voilà, à Neuilly. Non, pas à Neuilly. Tu rejoins François. Non, j'essaie de rentrer. Donc après, très rapidement, il y a le Qatar, je m'arrête 1 an ou 2 ans. Ensuite, je repars en Hongrie. Oui, j'ai vu. Je repars en Hongrie. Pareil, en Hongrie, je me blesse. Et ensuite, je repars en Italie. J'arrive en Italie, je me reblesse. Et là, je me dis que c'est la fin. Tu pars pas aux États-Unis? Non. Non, je m'arrête en Italie, à Crotone, club de série B. Et cette blessure, c'est cette blessure-là qui me plonge. Pour finir, qu'est-ce que tu retiens un peu de ton parcours et tout, si tu devais conclure un petit peu est-ce que tu es bon, après, c'est un peu un exemple, c'est bien, il a un parcours riche, donc ça va être super intéressant pour des gamins déjà d'écouter déjà ce que tu dis, même d'échanger avec toi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de ton parcours? Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu regrettes aussi des choses? Est-ce que si tu aurais pu, tu aurais changé ça? Bien sûr. Bien sûr, ouais, je regrette certaines choses et c'est pour ça que j'ai aucune difficulté à le dire parce que tu sais, on a une culture du regret, faut pas regretter, etc. Tu vois, moi ça me dérange un peu. Oui. On peut parce que finalement certaines choses, je les aurais peut-être agencées différemment. Donc et même je suis fier, donc j'ai appris à être fier de mon parcours. Avant ça, non, j'en étais pas fier. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à la dépression. C'est que j'en étais pas fier. J'avais le sentiment de frustration. J'avais beaucoup de tristesse. J'étais aigri. Donc, parcours de quelqu'un qui aurait pu faire plus. J'étais pas Yaya Touré, mais j'étais un très bon footballeur. Franchement, à mon poste, je n'avais rien à envier aux gens de ma génération, parce que je suis de la génération à Alassane Diarra, à Momo Sissoko. Voilà, on était, en plus milieu de terrain, d'origine malienne, tu vois. Honnêtement, j'avais rien à leur envier. Hein. Il y a beaucoup de Maliens qui sont, vous avez sorti même là, je sais pas, j'aurais bien aller là-bas. Non, c'est vrai, je voudrais qu'on y aille. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien voir comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs maliens qui sont très très forts, hein. Très très forts. En bref, ça c'est une parenthèse. mais c'est bien, on va faire la transition sur la dépression dans le football. Donc tu nous parles de dépression. Tu t'es rentré vraiment dans une phase de dépression. Ouais. Mais alors, c'est marrant parce que comment tu l'as su que tu étais en dépression? Non. Tu l'as su maintenant en fait. Tu sais ouais, non, enfin pas maintenant. Hein. J'ai su là. non. Genre, il découvre qu'il t'en dépression. Non, je rigole, non, mais dans le sens que c'est quand t'as grandi que t'as compris. Avec le travail sur moi. Ouais, je suis bien sûr. Avec le travail sur moi. Moi, je termine ma carrière blessé, mais plus blessé psychologiquement que blessé physiquement. Ça veut dire que j'ai des années de football derrière moi. Je quittais Neuilly-sur-Marne à l'âge de 15 ans. Et quand le football s'arrête, je me rends compte que physiquement, je suis plus capable. Mais je me rends compte surtout que c'est psychologiquement que je ne suis plus capable. Je sens une fêlure. Je sens un homme blessé. Et au départ, donc, il y a un déni de ma part où on peut me voir dans le milieu de la musique où je côtoie le grand frère d'Awala, du Wachibé, donc je découvre Maître Gims et après on me voit avec Soprano, après on me voit avec un tel. Sauf qu'à un moment donné, je me dis, ces gens-là, c'est leur métier. Donc moi, je suis avec Gims, on va en showcase, lui, il prend son cachet. Moi, à la fin, je rentre chez moi bredouille. Et c'est le fait de me dire que je n'avais plus de sens à ma vie. Et c'est ça qui me plonge progressivement dans une dépression. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire concrètement de ma vie? Je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans, je voulais devenir footballeur professionnel. J'ai pu jouir de ce métier-là durant quasiment plus de 10 ans. Et j'ai pu me construire, j'ai pu me fonder quelque part. Et à un moment donné, tout s'arrête. Sauf que là, t'es pas préparé à ça, tu n'as aucun bagage.
Et on t'a pas préparé à ça finalement, parce qu'on t'a, moi dans les centres, t'as pas pensé à ça. Exactement, moi dans les centres de formation, on a toujours, voilà, tu t'es nourri, logé, blanchi, tu te lèves le matin à 8h du matin, tu mets ta bassine en bas, on lave tes linges, tu reviens, t'as assisté. Rien à faire, t'es assisté, tu vois. Donc quand ça se termine brutalement, c'est là où tu dis ah ouais, qu'est-ce que je fais? Et quand tu es dans cette situation-là vous pouvez poser des questions en même temps, les gars. C'est vrai que quand tu es dans cette situation de dépression, tu le sais pas, c'est ça? Non, je le sais pas tout de suite, non. Mais les moments, est-ce que tu as des moments où est-ce que tu pars vraiment loin ou si tu penses au suicide? Il y en a qui pensent au suicide en dépression? Honnêtement, aujourd'hui, je te le dis avec du recul, j'avais. Ah ouais? J'ai eu des idées cheloues parfois. Et pourquoi? Parce que c'était vraiment le changement de vie qui te... T'avais peut-être une honte aussi envers tes amis? Aussi, d'ailleurs, je l'ai jamais partagé, en vrai de vrai, tu vois. J'ai jamais partagé, ne serait-ce que à ma famille, que j'allais pas bien. Et même à mes amis. Ça veut dire que moi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais quitté Neuilly-sur-Marne. Parce que pour moi, le fait de revenir là-bas, c'était le fait de me reconfronter au fait, oh, t'as arrêté le football, t'es revenu, non! Mam, s'il est revenu, les gars, il a arrêté le football, tu vois. Donc, il y a ce sentiment de honte, tu vois, de fierté, de devoir t'expliquer, il a arrêté le football, tout ça. Donc, et surtout, je crois que tu dis. Surtout te justifier. Voilà, te justifier. Justifier pourquoi t'es là. Ah, ça doit faire bien mal à la tête. Parce que j'ai un gamin que j'ai rencontré, j'ai un gamin que j'ai eu en école de foot, qui était en centre de formation. Il avait un talent magnifique. Et il s'est donné les moyens de quitter le centre de formation. Je sais pas. Personne ne sait pourquoi il a voulu quitter le centre de formation. En fait, il se sentait pas bien. Il a tout fait, les conneries. Il a l'entraînement, il s'entraînait mal. Et après, le jour pour renouveler son contrat, il a tout fait pour pas le signer. Donc, il est revenu au quartier. Et il se promène dans la rue. Et à chaque fois, ça me fait penser à ce que tu dis. À chaque fois, on lui dit oui. Oh, t'es trop con, toi. T'es trop con. Pourquoi t'es pas resté? Pourquoi nanana? Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Et à chaque fois qu'en fait il marchait dans la rue et il voyait des gens, il faisait comme s'il les avait pas vus, parce que la peur des questions. Et il se cachait quoi, limite il se cachait parce qu'il voulait pas que les gens lui posent cette question-là. Et moi je le revois parce qu'on m'a dit qu'il était là, ça faisait 1 an, et il s'exilait dans d'autres villes, et je le vois et il traverse et il vient me dire bonjour. Il me dit ouais François, ça va et tout? Ouais, je dis ouais, ça va et toi? Je dis et toi, comment ça va? J'espère que tu vas bien, la santé et tout. Il me dit t'es la première personne qui me dit ça. Je dis pourquoi? Il me dit tout le monde se demande en fait pourquoi je suis là, mais personne ne s'intéresse à savoir si je vais bien. Oui. On pense tous au foot. On pense tous au foot parce qu'en fait après il me dit écoute François, je vais t'expliquer. Il m'a dit en fait là il y a 2 semaines je viens de regarder une vidéo et il y a un footballeur qui expliquait sa dépression. Et pendant qu'il me parlait, il s'est mis à pleurer. Parce qu'en fait, il venait de comprendre ce qui lui arrivait. Il venait de comprendre qu'est-ce que c'était la dépression. Parce que le mec, il explique ce qu'il a ressenti. Et tu vois, j'ai des émotions parce que je le vois en train de chialer. Parce qu'il vient de comprendre au bout de 2 ans ce qui lui est arrivé. Et pourquoi il voulait plus jouer au football? Parce qu'il avait une pression énorme. Il y avait beaucoup de gens qui comptaient sur lui. Et ça, il n'arrivait pas à le supporter. Et il me dit, le fait que tu m'as dit, comment tu vas à la santé? Il a traversé pour me dire, tout le monde dit, me pointer du doigt parce que dit, lui, c'était un crack, il avait un avenir. Dans le football, il aurait pu être l'un des meilleurs au monde. Mais personne n'a pensé à moi et à ma personne. Il m'a dit, j'avais affaire à des gens qui pensaient à ce que je signe, que je fasse carrière, et puis oui, je le connais, etc. Mais personne n'a pensé à sa santé. Et en découvrant, il a dit, je viens de découvrir la vidéo. Et il s'est mis à pleurer. Et il me dit, je viens de comprendre pourquoi maintenant. Moi, j'ai une question dans ce sens pour Mamad. Comment on diagnostique quelqu'un qui fait une dépression? Parce que peut-être que le joueur, après coup, il s'en rend compte. Mais des fois, peut-être que c'est pas une dépression. Peut-être que c'est juste un coup de mou. Tous dans nos vies, on a des périodes où des fois on est déçu pendant 2 heures. On se met dans un coin et après on revient. Certains, ça peut durer 2 jours. Est-ce qu'il y a un corps médical, il y a quelqu'un qui dit là t'es en dépression ou pas? Parce que moi je me pose cette question, je suis enseignant dans le médico-social et par exemple on peut pas dire un tel il est autiste. De toute façon c'est le médecin qui dit qu'il est autiste. Nous on peut se dire ah ouais il a un truc qui ressemble aux autistes, ouais.
On peut dire, ouais, c'est des caractéristiques, mais on peut pas dire comme ça, lui, il a ci, lui, il a ça. Comment on définit Non. Alors, après, il faut savoir, c'est bien que la question est pas, mais il faut savoir que tu t'occupes de joueurs. Ils sont en dépression. C'est pour ça que t'es légitime aussi à répondre. Bien sûr. C'est pour ça que ta question Ah oui, mais je sais. je veux que pour les gens qui nous regardent, que tu t'occupes de joueurs. Bien sûr. Exactement. Même si tu te poses la question à moi, je dis. Et moi, j'aimerais savoir, parce que le cas que je viens de t'expliquer, si. Oui, que je connais en plus. C'est souvent ça. Ouais. Bien sûr. Alors, en fait, effectivement, elle est très intéressante, ta question, dans la mesure où il faut savoir distinguer une dépression d'un coup de blues, finalement. Et il faut savoir que très souvent, la dépression, elle se manifeste à environ quand, pendant 2 semaines, tu es dans cet état-là. Tu es dans un état de grande tristesse et ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire le manque de plaisir. Il n'y a plus rien qui fait du sens pour toi et que tu gamberges. Tu vois, c'est-à-dire que tu es là pour être là, mais c'est comme si tu mourais un peu chaque jour, tu vois. Donc ça, c'est important de le spécifier. Et surtout, lorsque tu es en dépression, ce qui te permet de savoir que tu es en dépression, c'est aussi se connaître un minimum, tu vois. Parce que si tu ne te connais pas suffisamment, et je sais que là, je rentre dans un travail de croissement personnel, mais c'est en te connaissant que tu arrives à déceler si tu es en véritable dépression ou c'est juste un coup de blues, tu vois. Parfois, c'est périodique, en fait. On vit tous des moments comme ça et c'est OK. Tu vois, moi-même, aujourd'hui, je peux ne pas être bien pendant 2-3 jours et ça fait partie du truc, tu vois, parce que j'ai cette capacité à lâcher prise. Mais effectivement, quand il y a une grande tristesse, et qu'il y a une absence de plaisir, de goût, de saveur, de sens dans ce que tu fais, et cela durant à peu près 2-3 semaines, tu peux te considérer, en tout cas c'est ce que disent très souvent les professionnels de la santé. Ok. Ouais, je vois. La durée, elle a son importance. J'ai une petite question, parce que tu as dit tout à l'heure que quand tu étais rentré en dépression, tu n'en avais parlé à personne. Enfin, en tout cas, pas à tes proches ni à ta famille. Est-ce que, avec la force d'essayer d'en parler, peut-être tu aurais pu surmonter tout ça? Ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller là, aujourd'hui, tout de suite, à quelqu'un qui rentre dans cette 2 semaines Bien sûr. de coup de blues? La première chose, c'est de me contacter. Tu vois, de me contacter, comme le fait très souvent les footballeurs pros. Hein. Moi, la plupart des personnes que j'accompagne qui sont en Ligue 1 ou même là, j'ai clairement... Non, parce que c'est pas le plus important. Mais non, parce que bon, oui, voilà. Bon. C'est pas, je pourrais. De toute façon, ils viennent généralement. Mais je sais mieux que tu le dises pas en fait. Ouais. Parce que mais j'en affiche certains. On considère comme une faiblesse maintenant ça, tu vois. J'en affiche certains. Tu vois, je pourrais te parler de Jérémy Boga, qui joue à Nice. Tu vois, international ivoirien, très bon joueur. Et lui, il a pas attendu d'aller mal pour me contacter. Il y a aussi ça aussi. Parce que très souvent, c'est comme les psys. Bien, ça. Ouais. C'est comme les psys, en fait. Tu vois, on pense qu'il faut aller mal pour consulter. Pas du tout. Ou discuter. Parfois, juste discuter, ça fait du bien. Tu vois, donc on doit pas attendre d'aller mal pour pouvoir avoir des discussions enrichissantes, en vrai. Ça fait du bien. Tu vois, c'est préconisé. Mais je pourrais te citer notamment Jérémy Boga. Je sais que lui, je peux. Il n'y a aucun problème. Le reste, j'ai pas demandé trop leur avis. Et alors, comment il faut surtout pas faire ce que moi j'ai fait. Parce que quand tu es en dépression ou même en moment down, en fait, on a tendance à se refermer. Tu vois, on se referme et finalement, on ne s'ouvre plus à l'extérieur. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu es en moment down, il faut que tu trouves à l'extérieur un ami, une amie ou bref, que sais-je, une personne avec qui tu peux tout simplement avoir des discussions enrichissantes. Tout simplement parler, t'ouvrir sans jugement. Et je précise, quelque chose qui est très important, sans attendre foncièrement qu'on te donne un conseil. Parce qu'en vérité, parfois, on a juste besoin d'être écouté. Juste écouter, on n'a pas besoin de conseils. On ne doit pas chercher tout de suite à donner un conseil à quelqu'un. Parce que le conseil qu'on va lui donner, parfois, c'est pas le bon. La personne, elle a juste besoin de se livrer. Elle a besoin de te faire part d'un ressenti, de ce qu'elle ressent au plus profond de ses tripes. Parfois, tu dois juste, voilà exactement, parfois, tu dois juste l'écouter. Tu dois juste être présent. La personne doit juste ressentir que tu es là s'il a besoin. Et si chacun en fait ça, déjà, crois-moi que le temps de dépression, en tout cas, il ne serait pas autant aggravé. Soyons juste présents, écoutons-les. Non, mais c'est l'idée de tes petits posts un peu, sur Instagram, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, le matin, ils arrivent, ils sont au métro, et puis, tu vois, ils postent souvent des petites phrases très, très courtes qui font « Oh,
Et ça égaye la journée et ça remotive aussi certaines personnes. Et là, ça les aide aussi à passer une bonne journée. Il y en a qui ont des questions. Et des fois, tu réponds à leurs questions dans les petits posts. Et des fois, tu te dis, ah, t'es un peu, toi. Tu dis, bon, moi, je vais me prendre autrement et c'est intéressant. Ce qui fait le plus mal, je sais pas si tu as vécu, ce qui fait le plus mal, je trouve, c'est tes amis. Quand tu sais que tu es en dépression, que tes amis ne comprennent pas ça. Au contraire, qui cherchent même pas à comprendre. C'est là que tu commences. Et je pense que c'est là où tu commences aussi à te renfermer parce qu'en fait, tu te dis, bon, généralement, tu vois, quand on est jeune, en plus, c'est normal. Tu te dis, ta famille, c'est un peu tes potes. T'as toujours 2-3 potes. C'est ta famille, en fait. Tu grandis tout le temps avec eux, tu traînes tout avec eux. Et puis, donc déjà, on va pas se le cacher aussi, la culture, on est issu de quartier, t'as un peu du mal aussi un peu une faiblesse, ça, tu vois. Donc, tu veux pas non plus aussi le dire. Mais tes amis aussi ne comprennent pas. Ils voient que tu changes. Ils disent, ah, mais regarde, t'as changé, t'es bizarre, là. Tu vois. Et c'est vrai que même tes amis, ils comprennent pas, en fait, que t'es pas bien. Et de toute façon, les gens, je le dis tout le temps, c'est les gens, ils cherchent jamais à savoir vraiment si tu vas bien. Ça va, François, mais en réalité, ça va, François, il bah après, dire, tu vois. Après, c'est dur. C'est dur parce que oui, c'est dur, mais bon. Après, non, l'ami, il n'a pas forcément le recul et la maturité. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, je me dis, étant l'ami ou peut-être dans la famille, moi, je vois Mamad de plus nous répondre. Peut-être que moi, je vais dire, bah, je vais le laisser tranquille, tu vois. Et je vais pas avoir ce truc d'aller questionner Mamad et pour l'écouter. Tu vois. Et quand Mamad, il va commencer à me sortir son histoire de footballeur, moi, je vais aller dans une discussion là où lui, il a besoin de m'écouter. En fait, je vais gâcher son truc. Et je pense que c'est là où on a besoin de professionnels comme Mamad, des gens qui ont cette maturité-là, de pas lui couper la parole, alors que lui, pour qu'il aille bien, faut qu'il vide son sac. Tu vois, faut qu'il sorte. Le vivre pour comprendre. Voilà. Ouais. C'est ça. Et c'est super intéressant ce qu'il dit Lassana. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est hyper important que bon nombre de footballeurs professionnels vivent, et pas uniquement ceux qui ont fait carrière, c'est le fait de ne plus avoir le même train de vie que fut un temps. Ça, c'est quelque chose qui fait profondément mal. À l'époque où j'étais au Qatar, à l'époque où je vivais bien, il y avait du monde. Parce que le footeux, si tu regardes bien, il a toujours 2-3 personnes qui gravitent autour. Parfois, c'est pas des mauvaises personnes, hein, je tiens à le préciser. Parfois, c'est des bonnes personnes. Mais il y a toujours 2-3 gratteurs. Et en soi, dans les 2-3 gratteurs, il y a d'autres encore gratteurs qui gravitent autour du footeux ou du sportif. Voilà, tu vois. Et à un moment donné, ces mecs-là, donc forcément, tu les arroses, si puis je me permets, tu vois, ils profitent un peu de l'éclosion que tu as. Et quand forcément, t'as moins d'argent, t'es dans une hype totalement différente, t'as aussi ces personnes autour de toi qui s'éloignent parce qu'ils n'ont plus l'intérêt. Et il y a aussi le fait qu'avant, t'étais utile au sein des tiens, tu vois, parce que tu pouvais justement les aider financièrement. Mais lorsque tu n'es plus footballeur ou lorsque financièrement c'est plus la même, tu ne peux plus aider les tiens comme tu les aidais fut un temps. Donc il y a ce sentiment de frustration aussi, que tu n'es plus utile. Moi, ce que je me disais à l'époque, faut savoir que moi, je donnais un salaire à ma mère. Mais quand le foot s'arrête, je ne suis plus capable de donner le même salaire à ma mère, tu vois. Ma mère le ressent. Alors, tu connais, les mamans, elles vont jamais te dire c'est compliqué, t'inquiète pas, voilà. Mais c'est quelque chose qui me faisait mal, moi. Parce que pour moi, j'avais plus le sentiment d'utilité que j'avais de base au sein de ma famille. J'étais un footballeur en fin de carrière et qui n'a pas trouvé sens à sa vie, qui n'a pas trouvé le pourquoi et qui ne sait pas dorénavant ce qu'il va faire pour continuer à être animé au plus profond de lui. Est-ce que c'est pas parce qu'on oublie un peu que le foot c'est éphémère? Parce qu'en fait, quand tout à l'heure tu as dit un truc super intéressant, c'est qu'il faut peut-être pas attendre d'être déprimé déjà pour aller voir quelqu'un, mais tout comme il faut pas attendre d'être plus utile, comme tu as dit, pour prendre... En fait, il faut considérer que ta carrière, elle va durer 15 ans. Mais c'est magnifique. C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place. Okay. Tu vois, là, c'est ce que je mets en place. L'association, elle est montée. Et le but, c'est ça. C'est d'aller à la rencontre de ces jeunes en centre de formation et de ces professionnels et de pouvoir aussi leur proposer quelque chose pour justement qu'ils puissent être dans le process et pas uniquement dans la finalité, tu vois. Être dans un process de s'aguerrir, de pouvoir mieux se connaître, de faire ce travail de développement personnel en vrai de vrai. C'est pas parce que t'es fouteux que t'es exonéré de faire un travail sur toi en fait, tu vois. Au contraire, on peut faire ce travail. Mais pourquoi les gens, je me dis si j'ai tort, mais dans la vie, généralement, tu sais, les gens, ils
ils connaissent mieux les autres qu'eux-mêmes. C'est marrant ça, tu vois, on cherche toujours à ça, on se focalise vraiment. C'est vrai que pour se soigner, en vrai, il faut se connaître soi-même. C'est ça. Donc en fait, il faut vraiment, je pense que c'est un beau message à faire, c'est vraiment apprendre à se connaître en priorité au lieu de se focaliser sur les autres. C'est exactement ça. Pour pouvoir déjà savoir si t'es mal, c'est ça. Si t'es pas bien, et comme ça, tu peux peut-être trouver le. C'est ça. Bah, tout part de nous. Et en vérité, là, on parle de football, on est dans une émission de football, mais dans les relations interpersonnelles, même dans les relations sentimentales, tout part de toi, en fait. Si tu as un vide à combler, tu vas te jeter sur toutes les femmes. Tu vois, sur tous les hommes, parce que tu as un vide à combler. Donc si toi-même, tu ne prends pas la part de ta responsabilité de remplir ce que j'appelle ton réservoir d'accomplissement personnel, c'est-à-dire que ces choses qui dépendent de toi et que tu cherches toujours à l'extérieur qu'on le remplisse, foncièrement, tu vas toujours être en quête de s'il vous plaît, aimez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'amour, s'il vous plaît. Tu vas quémander l'amour et c'est la même chose. C'est à toi de te remplir. C'est à toi de faire en sorte que tu puisses devenir un homme, que tu puisses devenir une femme. Les gens à l'extérieur t'aident, mais c'est toi. J'ai une question. On est souvent, on prend toujours des modèles d'exemple, tu vois, pour faire comprendre. Est-ce que c'est pas dangereux aussi de faire ça, tu sais, toujours prendre des modèles d'exemple pour faire comprendre des choses à des jeunes. Parce qu'en fait, je sais pas, tu vois, on dit tout le temps, même dans le foot, tu vois, lui, Marcelo, il était comme ça. Cristiano, tu vois, il travaille dur, il est comme ça, il a une force mentale qui est comme ça, tac, tac. Donc en fait, on prend toujours exemple. Est-ce que c'est bon de le faire ou est-ce que ça peut être dangereux? Ou sinon, c'est mieux de créer ses propres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je comprends. J'arrive Après, je suis pas professionnel. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rencontrer. Désolé. Je pense qu'il faut prendre un modèle qui correspond et qui a un objectif qui va dans le même sens que le tien. Faut pas, si la personne. Voilà. Oui. Si le modèle, il n'a pas de cohérence avec, je dis n'importe quoi, là, t'as parlé de Marcelo et Cristiano. Ouais. Moi, je suis stopper numéro 4. Ah, effectivement, si je vais faire comme Marcelo, ça va pas le faire, tu vois. Non, mais maintenant, si je veux ressembler à Marcel Desailly, je veux prendre ses méthodologies, comment il a fait son truc, peut-être que ça va coller, tu vois. Non, mais j'ai remarqué que les gens, en général, vous les pétez dans les pièces, ils prennent toujours exemple, même, vous allez voir, vous pouvez, par exemple, je sais pas, moi, je veux mettre, par exemple, Las, je sais pas, à Marseille, tu vois, je vais te forcer à te mettre avec 3 Marseillais qui ont l'accent, ou qui ont une manière de faire, tu verras qu'au d'un moment, tu vas commencer, t'es le seul qui est pas comme eux, tu vas commencer à être un peu comme eux. Peut-être, tu vas commencer, je pense que l'être humain, indirectement, personnalité. Ouais, mais est-ce que c'est pas dangereux, des fois, de prendre des traits de personnalité et tout, alors qu'en vrai, ils sont peut-être pas faits pour toi et qu'ensuite, tu vois, et je sais pas qu'on peut déceler ça. Je sais, j'abuse peut-être. Non, j'arrive pas trop à expliquer correctement ce que. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec Lassana. En fait, on doit apprendre chez les autres ce qui potentiellement pourrait nous rendre meilleurs. Et si tu te sens bien, c'est que c'est bien. Oui, exactement. Voilà. Il faut être, c'est exactement ça. Il faut être aligné, en fait. Notre vie consiste à faire ce qu'il faut pour que nous soyons accomplis et alignés, c'est-à-dire en phase avec nous-mêmes. Regarde, moi, je suis un mec qui a pas d'ego. Un mec qui a pas. Pourquoi tu. on sait. Non, mais alors, je pense qu'il y a des gens, en fait, si on leur mettrait le côté égo, peut-être qu'ils seraient plus forts, tu vois, je veux dire ou pas, qu'ils seraient peut-être plus, tu sais, je sais pas, ça serait pas la même personne. Mais peut-être qu'il y en a, ils le prennent, mais au contraire, ça les dessert, mais ils le savent pas. Mais après, c'est très complexe de dire pas d'ego. Ouais. Pas d'ego, c'est très complexe parce qu'on a tous un ego en fait. Quand tu dis on n'a pas d'ego, c'est quoi on n'a pas d'ego? Ouais, mais genre un ego vraiment ce que tu alors on va dire une grosse alors je vais aller plus simple. T'as un ego mon pote. Non mais on va dire un truc qui est réel comme ça. Il faut avoir au football, vous savez, pour réussir, il faut avoir une forte personnalité, très très forte. Il y en a malheureusement, on va pas se cacher, ils sont pas nés avec une forte personnalité. La personnalité, genre mais je suis pas tout à fait d'accord parce que justement Lassana il en parlait. Moi je pense pas que Kanté, N'Golo, c'est quoi sa force de caractère? Parce que peut-être qu'on a une mauvaise image aussi de la force de la force de caractère. On n'a pas une mauvaise image. Non, parce que il a le parfait exemple, c'est ce que tu dis. N'Golo Kanté, il a pas du tout. Il a pas de force de caractère. Il est tout gentil. Il est tout gentil. Alors, est-ce que c'est bon pour autant? Il fait la carrière qu'il fait, hein. Mais est-ce que c'est bon pour autant? Je sais pas. Mais on peut réussir. Mais pour ça, ce qu'il faut préciser, c'est que pour ça, il faut être un monstre sur le terrain. Le Kanté, moi, pour moi, il a une force de caractère, les gars, quand sur le terrain, là. Footballistiquement. Mais c'est pour moi. Ouais, mais sur le terrain, on parle. Parce que je pense qu'on mais sa personne en lui-même. Ouais. Force de caractère, c'est pas automatiquement dire, ouais, tu vois, je suis comme ça, machin, tu vois, c'est pas, pour moi, non, mais c'est pas un mec qui parle, c'est pas un mec qui donne des consignes, c'est pas un mec. Ouais, c'est vrai. Il joue juste au football et voilà. Et N'Golo, je parle pas d'N'Golo comme ça, c'est que, tu vois, je le connais un minimum, tu vois. Je pense que t'es mieux placé que moi. Donc voilà, non. Et voilà. Autant sur le terrain, c'est un monstre, force de caractère doux, mais en dehors du terrain, N'Golo, c'est une crème, en fait, c'est un amour, c'est quelqu'un que tu vois. Tu penses que lui, à la base, il est pas du tout comme ça, et quand il joue au foot, il se met la disquette. Exact. Force de caractère pour pouvoir. Ouais, il est pas comme ça. Il peut l'enlever après. Je pense que c'est. Non, mais je sais pas, moi, je pose des questions. Non, bien sûr. Mais moi, je suis un enfant, les gars. Le football est en dehors. N'Golo, moi, j'ai des amis en commun avec lui, et notamment un de mes meilleurs amis qui a joué avec lui. Il me disait, écoute bien, même quand on lui faisait des fautes sur le terrain, c'est quelqu'un qui ne se plaignait jamais.
C'est quelqu'un qui ne veut même pas, tu vois, il se plaignait pas, même à l'entraînement. Tu lui fais ce que tu veux, il se plaint pas. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que. Il est même très capable bien de dire excuse-moi. Ouais, c'est sûr, tu vois. Dans la vie, ça fait manger, ça. Et donc, ça, un jeune peut se dire, N'Golo, il est comme ça, je reproduis vraiment ce qu'il fait, et ça peut marcher, alors. Et peut-être pas. Est-ce qu'ils ont la même force qu'N'Golo Kanté? Est-ce qu'ils ont le même tempérament? Est-ce que il y a plein de paramètres qu'il y a des choses que moi je peux faire et que toi exactement tu peux pas Ça, voilà. Ouais. N'Golo, peut-être que lui, il encaisse tous ses coups. Et pour lui, ouais, rien. Exactement. Mais moi, peut-être que je prends 2 coups, Ouais. le 3e coup. Il suffit que moi j'ai un caractère un peu exactement. plus. Et pourquoi les gens sont tous différents comme ça, là? C'est ce qui fait, c'est l'environnement, leur vécu. Bah oui, il y a plus de 8 milliards d'êtres humains, chacun son empreinte, son identité, son trait de caractère. Non, moi, ça m'intéresse ce sujet-là, parce que des fois, quand tu fais des gamins. Et c'est surtout de la façon dont il a été élevé. Et exactement, il y a l'éducation qui joue. Il y a une bien sûr. éducation Bien sûr. incroyable chez Bien sûr. la Et famille. c'est un Malien, c'est un Soninké, on sait comment on est. Hein. Les parents, ils font On a d'autres droit, combats, nous. machin. Lui, il est là, maman, tout ça, il prend. Bien sûr. Il prend. C'est lui qui gagne beaucoup d'argent, mais il a toujours. Sa mère, elle a toujours une responsabilité sur lui, Exactement. etc. Est-ce que t'as un, alors tu dis pas le nom, hein, mais est-ce que t'as un joueur qui a vécu vraiment quelque chose, t'as un souvenir Bien sûr. d'un problème avec un joueur, ça t'a vraiment choqué, ou c'était vraiment dur, ou... Ouais, bien sûr, j'ai accompagné un joueur. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec le football, mais j'ai accompagné un joueur il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Lui, c'était dans sa situation sentimentale parce que la femme avec qui il était l'a trompé avec un de ses cousins. Et ça, c'est quelque chose qui l'a littéralement amoché, quoi. Tu vois, c'est-à-dire dans ses prestations, il était plus dans ses matchs. C'était très compliqué pour lui, tu vois. Et je sais que moi, ça l'a profondément tellement touché qu'il est entré dans une dépression. Tu vois. Et pourtant, c'est pas du football. Tu vois, mais il faut le gérer, ça. Parce que, en fait, les gens oublient les footix. Effectivement, on fait un sport très populaire, ok. Mais ce qu'on attend des joueurs, c'est la performance. On veut qu'ils soient au top. Mais ils oublient que derrière les joueurs, il y a des êtres humains. Ouais. Tout comme des êtres humains, entre guillemets, dits lambda, qui sont pas là, suivis tous les week-ends, tu vois. Et comment toi tu es quand tu vis des problématiques avec ta famille, quand tu vas au taf, t'es comment? Tu vois, comment toi tu es quand tu vas au taf et t'as fait un accident la veille? Comment tu es quand tu te prends la tête avec ta femme ou avec tes enfants? Comment tu es quand, tu vois ce que je veux dire? Et tu as l'impression que quand tu es fouteux, T'as pas le tu droit. n'as pas le droit d'avoir des problèmes. T'es fouteux sous prétexte. Ouais, c'est vrai. Sous prétexte que tu as un gros salaire, tu vois, que tu t'en sors bien dans la vie, que tu roules en Ferrari ou bref, que sais-je, t'as l'impression que les gens ne veulent pas que tu aies des galères dans ta vie. Et on en a rien à foutre. Ouais. Et certains diront, pourquoi il est en dépression? Il a tout. Exactement. Ouais. Avec, ils Cette diront, phrase-là c'est ça. ressort toujours chez les avec le salaire qu'il a, attends, pourquoi il se plaint? sa place. Je veux dire, non. Donc en fait, comment il peut quand t'as ça, t'as tu pas vois de problème. Voilà. Ta femme, elle te trompe pas, Exactement. tes T'as enfants pas de ils sont en galère. bonne santé. On vient de voir, et comment toi tu travailles? Est-ce que t'as, je sais pas, t'as une feuille de route un peu que je sais pas comment tu travailles ça avec la personne, je sais pas. Moi, je suis passé par là. Ça veut dire que quelque part, voilà, il y a aussi l'expérience parce que je suis passé par là. Ah, toi aussi t'as vécu ça? Bien sûr. Mais t'es Enfin, pas là. Non, il t'a pas parlé de l'histoire. Pas la même histoire. Ah ouais. Non, mais je La dépression, la dépression. non, ouais, on parle de dépression. Il parle pas souligné, il parle pas. Je te parle parce que là le joueur il a quand même, peut-être que tu l'as pas vécu, donc Ah, lui, il a ok. une problématique. Ouais. Et comment tu travailles avec lui pour Non, qu'il il parle de dépression. Non, Non, la dépression. dans le par rapport sens à la- large. Oui, c'est vrai. pardon, oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'en Dans le fait. sens large. Ah, la dépression, en fait, on met le mot dépression et t'as plein de petits trucs. Exactement. C'est D'accord, pas que lié. Ah, ok, d'accord. Oui, bien sûr. C'est pas Non, aujourd'hui. parce que je pensais voilà que par rapport à chaque histoire, tu Il n'y a pas que les cocus qui vont à la. Non, Non, après, bien sûr que ça se traite différemment. Ok. Bien sûr, une rupture sentimentale, ça se traite différemment que, vas-y, pendant 2-3 prestats. C'est pas le plus dur ça à gérer, parce qu'on sait que l'homme est généralement avec les femmes, c'est le truc le plus dur à gérer, non? Ouais, là, tout ce qui touche à l'affect. Ouais. Forcément, C'est tout plus ce qui dur. touche, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais pas forcément que dans la relation sentimentale, quand tu te sens blessé. Parce que tu peux te sentir blessé de par l'entraîneur, de par ce qu'il te dit, tu peux te sentir humilié. D'ailleurs, il y a une blessure émotionnelle qui s'appelle la blessure de l'humiliation. Tu vois? Donc, moi, j'ai eu cette blessure de l'humiliation durant ma carrière. Clairement, j'étais un entraîneur, Francis de Tadeo, tu vois, je peux le dire aujourd'hui, j'ai aucun souci. Ouais, j'avais cette blessure d'humiliation parce qu'il me parlait très mal et devant plein de joueurs, devant parfois les supporters, tu vois.
Donc c'est quelque chose qui m'a blessé, ça. Là, t'as un gros parcours. Est-ce que dans ton parcours, avec du recul, t'as vu que en fait, t'es passé avec plein de joueurs que maintenant tu sais qu'ils étaient en dépression? Ouais, avec du recul, ouais. Avec du recul, ouais. Avec du recul, ouais. Il y en avait beaucoup ou... Ouais, avec du recul, ouais, bien sûr. Mais finalement, il y a eu autant pendant que j'étais en formation ou durant ma carrière que après. Parce que là, faut voir. À partir de quel âge que tu te rappelles des joueurs qui étaient en dépression? Bah, avec du recul, nous, déjà, quand on était en CFA, déjà. Je te parle à partir de là. À partir de CFA, quand il manque un escalier pour pouvoir rejoindre. 14 ans, t'en as ou pas? Je décelais pas. Là, j'en ai, oui, il y a la dépression précoce qu'on appelle en psychologie. Mais en tout cas, à cette époque-là, je pouvais pas déceler que c'était des dépressions, tu vois. Mais t'es très observateur, du coup, c'est-à-dire, sur les situations, tu dois prendre beaucoup de recul. Exactement. Pour observer les uns et les autres. Et quand tu discutes avec eux, tu les écoutes. C'est ça. Pour voir que là, il y a un changement chez lui. Il y a mon ami Mohamed Belaïni qui savait que j'allais te rencontrer. Il m'a posé une question parce qu'il est coach avec des U18. Il me demande est-ce qu'il y a la dépression visible et la dépression invisible. Parce que lui, ce qu'il y a, c'est qu'il a des joueurs qui voient que des fois, ils ont la tête ailleurs et tout ça, ils avancent plus, ils jouent plus. Ils sont sur le terrain, c'est plus les mêmes mecs. Est-ce que ça existe, ça, la dépression visible et la dépression invisible? Bien sûr. C'est quoi la différence? Bah, déjà, moi, je pense que tout ce que nous voyons pas sont tout ce qui est aggravé et exacerbé. Tu vois? Quand tu ne vois pas une blessure, c'est là où tu sais que la blessure, elle est ancrée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y en a, ils sont en dépression invisible. Et je vais aller encore plus loin, et là on sort de la sphère en soi du football et du sport. Quand tu regardes bien, très souvent les personnes qui mettent fin à leur vie, les personnes qui étaient autour de cette personne se disent, mais je l'ai vu la veille, il allait bien. Tout allait bien pour lui, on était au resto hier. Donc il y a beaucoup de culpabilité derrière, parce qu'on se dit, comment je n'ai pas pu voir que mon fils, que mon collègue, qu'une personne avec qui j'étais proche se sentait autant mal jusqu'à mettre fin à ses jours. Donc les blessures les plus profondes sont des blessures que nous ne voyons absolument pas. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment écouter et encore écouter quand on sent qu'il y a une boule au ventre. Exactement. Pour pouvoir l'analyser, sinon ça on le verra jamais. Donc bien sûr, il y a des blessures invisibles. J'ai cette certitude qu'il y a beaucoup de joueurs, exemple Yohan Gourcuff, etc. Exactement, fort. Est-ce que psychologiquement, les blessures qu'il a, c'est pas psychologique? Oui. Et après, c'est pour ça qu'à chaque fois, il était blessé. Exactement, ouais. C'est une forme de... Bien sûr. Et on appelle ça en psychologie les troubles psychosomatiques, plus exactement. C'est-à-dire le fait que tu somatises des douleurs qui proviennent à la base de tes pensées. Et bien sûr, bon, on parle de Yohan Gourcuff, mais moi-même, je suis passé par là encore une fois, tu vois. C'est-à-dire que j'avais tellement mal, je réfléchissais tellement, j'avais tellement de frustration, de regrets, de déception, de honte par rapport à ce que j'aurais pu faire et ce que je n'ai pas fait, que je te jure, j'avais des douleurs dans le corps. J'avais souvent mal à la tête, j'avais des migraines. Et c'est là où je savais que petit à petit, ça allait mal tourner pour moi, concrètement. Donc oui, on somatise les choses et toutes les choses en fait que l'on pense, finalement, ce sont des choses qui se matérialisent par des douleurs. Est-ce que des fois, il y en a qui ils viennent te voir, ils te contactent et ils se pensent en dépression, mais en fait, toi, tu te rends compte que pas du tout? Ouais, bien sûr. Tu connais parce que c'est trop facile aujourd'hui. Exactement. J'y arrive pas, donc je suis en dépression. Ouais, c'est trop parce que c'est le mot, justement, et c'est bien que t'en parles. Ouais. C'est le mot à la mode. Ouais. Tu vois, ah, c'est bon, ça va mal, je suis en dépression. T'es pas en dépression, c'est juste que t'as la flemme et t'es en train de procrastiner, qu'est-ce que tu me racontes, en fait. Ouais. T'es pas en dépression. T'as la flemme, tu procrastines, tu manques potentiellement d'intensité, de sens, de plaisir dans ta vie, ok? Mais t'es pas en dépression. Les gens, ils aiment bien se plaindre, j'ai remarqué. Ouais. Il y a une différence entre la dépression et le mental. Entre la dépression et quoi? Et le mental du joueur. Ouais. Parce que j'ai l'exemple par exemple, si je pense que Micro, François. Comment il s'appelle Ben Arfa. Ouais. Aurait eu le mental de Giroud. Il serait où? Parce qu'en fait, toi, Ben Arfa, on sait toujours que c'est son mental qui l'a fait faire des bêtises et des conneries dans le football. Mais à chaque fois qu'il a rencontré un entraîneur qui ne faisait pas confiance et qui le mettait sur le banc, chaque fois après, c'était... Ouais, mais c'est pas un exemple si le Ben Arfa a le mental de Giroud. En fait, est-ce que si Ben Arfa aurait eu le mental de Giroud, aujourd'hui, on n'aurait pas eu peut-être un futur Ballon d'Or? Parce qu'en fait... Mais pour moi, le mental de Giroud, en fait, il est pas... Ah, pardon, de Giroud, pardon, j'ai confondu avec Gourcuff. Dans ma tête, j'avais Gourcuff. J'avais Gourcuff dans ma tête. Désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, parce que Giroud, t'as vu toutes les...
C'est l'homme qu'on a frappé le plus sur la tête. Hein. C'est incroyable. Non, mais quand on a critiqué jusqu'à un truc, il est toujours là. Toujours là. Et il répond toujours présent. Non, Giroud, c'est différent. D'accord. Giroud, on l'a toujours enterré. Totalement. Et je me suis dit que si Giroud aurait eu... Ah, mais enterré. Non. Les coachs, ils l'ont mis à mal. Toujours de ses public. Ah, les coachs parlent. Les coachs, il renaît toujours de ses cendres. Mais le public. Tu le mets sur le banc. Un jour, il revient et refait surface. Et les médias, ils ont voulu lancer un truc contre Giroud, mais c'est Benzema qui a 10 fois plus sur la France que Giroud. Mais Giroud, il y est pour rien, le problème avec Benzema. Sélection. Mais non, mais là, les deux ont pris. Non, mais on peut pas comparer. Benzema, il a pris au Real. Mais non, mais l'aspect médiatique, et Benzema, on l'a critiqué à mort, on l'a enfoncé. Non, Benzema, il a fermé sa gueule, il est ballon d'or, il a bam. Giroud, c'est resté sur la presse. Giroud, on a dit quoi sur Giroud? C'est pas le même problème parce que Giroud, on l'a enterré plusieurs fois, que il fallait plus le sélectionner l'équipe de France. Après, c'était fini pendant un moment, il est revenu. On l'en voulait parce que justement, il a pris la place de Benzema, donc t'avais tous les supporters de Benzema qui insultaient Giroud. Mais était sifflé au stade. Je sais pas s'il y a plus fort mental. En France, je connais pas de joueur qui a le plus gros mental que Giroud. Parce que c'est pour ça que je dis si Ben Arfa avait le mental de Giroud aujourd'hui, parce que Ben Arfa, t'as vu, à un moment donné, il avait des moments de faiblesse quand avec le coach, il n'allait pas, etc. Mais si on aurait eu son mental, je pense que ça aurait été un joueur magnifique. Peut-être. Moi, j'ai une autre question pour toi, Mamad. On reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a eu des cas où tu as dit, ah non, désolé, là, je peux pas, ou bien sûr, c'est compliqué? Il est trop fou, lui. Non, bien sûr. Alors, pas dans la préparation mentale. Ça, c'est plus quand je suis en consultation thérapeutique, où, selon moi, il y a des cas qui nécessitent autre chose, une autre pratique, du MDR, de la sophrologie, de l'hypnose. Mais non, je suis pas Superman avec ma cape MDR, et tout. Du EMDR, en fait, c'est de revivre, en fait, on repasse par les émotions, tu vois. Et tu t'es formé ou pas là-dedans? Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr, je me suis formé. Il fallait dire, parce que non, bien sûr. Et je continue, la vie est une formation continue. Des fois, je sortais de chez moi, je le voyais assis à côté de chez moi, assis tranquillement, en train de lire. Donc, en fait, je me dis que, bon, il n'est pas devenu comme ça. Hein. Il a l'expérience, etc. Parce que beaucoup de gens pensent que, peut-être on raconte des bêtises, etc. Mais il a l'expérience déjà d'une. Et en même temps, il s'est formé. Je pense que moi, je suis un peu empathique, mais pour que t'aies fait ça, quand même, tu t'es dirigé vers ce milieu-là, c'est que vraiment, je pense que tu as vraiment beaucoup souffert ce qui s'est passé avant. Ouais, parce que moi, mais moi, j'aurais aimé avoir ça. Tu vois, à l'époque où j'étais en dépression, aujourd'hui, il y a une vague de coachs sur les réseaux sociaux, tout ça, et tant mieux d'ailleurs. Moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais footeux. J'aurais aimé avoir une personne, tu vois, qui parle de choses qui m'impactent et dans lesquelles je peux me remettre en question et faire un travail sur moi. Il n'y avait pas ça à mon époque, tu vois. Et c'était pas en tout cas répandu comme ça l'est là. Donc aujourd'hui, je me dis en fait, ce que je n'ai pas eu durant ma carrière, je peux l'apporter de par mon expérience. Et c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez être dans le monde, tu vois. Donc en vérité, je suis passé par là, j'étais un ancien footeux, je suis passé par la dépression, je m'en suis sorti, je m'en suis guéri. Et aujourd'hui, en fait, le message, c'est on peut s'en sortir et on peut même éviter ça en faisant un travail sur nous. Je suis d'accord. Pour finir, on fera le rewind plus tard dans une autre émission. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes là, qui sont en dépression ou qui se rendent compte et qui ne se rendent pas compte si, charmant, ils doivent se rendre compte. Et aussi à leur entourage, parce que. Voilà. Non, forcément entourage, voilà. Qu'est-ce que tu as envie est-ce que tu as un message à leur faire passer J'en ai même deux. Alors, J'en ai même deux. Voilà. La première, c'est aux parents. Alors, vous êtes éducateur. Vous voyez qu'il y a des parents qui mettent une pression énorme sur leur enfant. On le voit tous les week-ends et à chaque entraînement. Il y a quelque chose qui revient très souvent sur les réseaux sociaux et pas que. C'est le fameux projet Mbappé. Et pour moi, on est juste en train de tuer, on est juste en train de tuer nos gamins, en fait. Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai été footballeur professionnel et j'ai pas de projet Mbappé. Le seul projet que j'ai pour eux, c'est qu'ils deviennent des hommes respectueux, respectables, des hommes empathiques et des hommes qui font ce qu'ils aiment dans leur vie. C'est pas parce que j'étais footballeur professionnel que mes fils doivent l'être. Le plus important pour moi, c'est qu'ils fassent quelque chose qui fait du sens. Et ça, c'est important parce que quand on se penche sur le sport et notamment le tennis, vous connaissez tous André Agassi, combien de masters, combien de grands chelems, à la fin de sa carrière, il te dit j'ai détesté le tennis. Mais c'est une dinguerie. Tu vois, mais c'est une dinguerie. C'est comme si là, tu avais Cristiano Ronaldo, après tout ce qu'il a fait, il te dit en fait, les gars,
J'ai jamais aimé le football. Et quand tu écoutes André Agassi, allez voir sur Internet, il te dit que c'est parce que mon père m'a forcé à faire du du tennis. Mon père m'a forcé à faire du tennis. Et aujourd'hui, t'as que ça. T'as que des pères qui forcent leur enfant à faire du foot. Mais il n'a pas envie. Laisse-le faire ce qu'il a envie. Tu vois. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que ça aussi, ça crée une dépression derrière. Hein. C'est important. Le petit, ils se sont toujours téléguidés par son père. Fais-le, fais-le. Moi, j'ai pas réussi à devenir footballeur professionnel, mais toi, tu peux le devenir à ma place. Mes espoirs, c'est sur toi. Donc, tu vois, il est jamais aligné. Donc, pression énorme. Ça, c'est la première. Ces enfants, ils vont vers une dépression. Oui, exactement. Bien sûr, à un moment donné, de toute façon, dans la vie, en règle générale, quand t'es pas aligné avec ce que tu es, quand t'es pas en phase avec toi-même, tu tends vers, vers la névrosité, vers la résistance, vers l'anxiété, vers le stress. Tu vois, il faut être toujours aligné. Et enfin, pour répondre à ta question, c'est OK. C'est-à-dire que tu vis une dépression, tu vis une période difficile, tu vis un coup de blues, tu vis une situation délicate. La première chose, c'est d'abord d'être OK avec ça, d'accueillir ce que tu vis, de ne pas en faire un déni, de ne pas en faire une fuite. C'est-à-dire que c'est OK de vivre des moments difficiles. Donc déjà, quand tu accueilles ce qui t'arrive, ta posture, elle change. Parce que quelque part, tu es ouvert à l'acceptation de ce que tu vis. Et ensuite, bien évidemment, il faut tendre vers un peu plus de connaissances en soi et surtout se tourner aussi vers des professionnels et des personnes avec qui tu peux te livrer. On en discutait tout à l'heure, tu vois, avec qui tu peux parler. Il faut pas avoir honte parce que le problème des footeux aujourd'hui, et pas que des footeux professionnels, hein, même on en a pas malheureusement parlé, mais les jeunes en amateur qui n'ont pas eu la chance de devenir footballeurs, qui n'ont pas eu la chance de côtoyer un centre de formation, qu'est-ce qu'ils deviennent? Très souvent, ces jeunes-là font des dépressions. Ils font des dépressions et t'entends 2-3 ans plus tard qu'il est en prison, il a pris une grosse peine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fouteux, parce que ça a été la descente aux enfers par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est d'accueillir ce que nous vivons, en fait. Et d'accepter l'échec. Et d'accepter, en France, on parle d'échec. Pour moi, il n'y a pas véritablement d'échec, mais d'accepter que les choses ne se sont pas passées comme on aurait souhaité que ça se passe, quoi. Tu vois? Merci, Mamad. Merci. Déjà, c'était super intéressant. Voilà, on pourrait discuter encore avec toi, vu que tu as un live, un gros live. Super intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, tu fais des conférences? C'est ça. Je serai en conférence le 2 juin, que en France. D'accord. Et là, je vais invité ou pas? Non. Franchement, je vais faire 2 invitations, 4 invitations. Et c'est à Paris. C'est à Paris, porte de Bagnolet. Si tu veux, nous, hein. C'est déjà filmé? Franchement, si vous voulez, vous êtes avec grand plaisir. Ouais, c'est filmé, mais vous pouvez venir. Pour t'aider, nous, on allait dire, on remettait les caméras, on a filmé. Avec plaisir. On vient, hein. Honnêtement, avec plaisir. Si c'est gratuit, genre le mec qui gratte, je rigole. Je plaisante. Et de continuer à accompagner, et c'est sportif, hein, parce qu'on a parlé de football. C'est vrai que j'accompagne des footballeurs professionnels, mais pas que. Oui, voilà. Donc de continuer les sportifs à vivre de leur passion et d'être bien mentalement, tu vois. Non, mais merci, parce que déjà, merci de la Françoise que vous l'avez ramené, je te connaissais pas. Mais c'est bien quand même de te livrer comme ça, parce que c'est quelque chose, on n'en parle jamais, tu vois. Et c'est bien, comme on t'en parle, on a envie de t'écouter. Là, je pense qu'il y a des vrais messages qui sont passés pour des jeunes qui nous regardent ou des personnes. Il y en a beaucoup de parents aussi qui nous regardent. Donc, je pense que je te remercie beaucoup de t'être livré sur ton parcours et sur ce que tu as vécu, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Donc, merci à toi, même d'être venu dans notre média. Donc, je te remercie. Et puis, si t'as besoin ou tu veux revenir, t'es là. Ok. Gentil. Merci, Mamad. N'hésitez pas, ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. On remercie déjà aussi ceux qui nous regardent. J'ai pas fait une émission. Comme je vous dis à chaque fois, même si on tourne un peu moins, parce que là, on est en train de préparer la saison prochaine, c'est de chercher des nouveaux lieux, tout ça, parce qu'on essaye d'être un peu plus libre. En tout cas, je vous remercie déjà d'être toujours là, parce que j'ai toujours des messages. Même là, on n'a pas beaucoup tourné. J'ai des messages, quand est-ce que ça tourne, quand est-ce que vous mettez sur, voilà. Donc, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir, voilà. On mettra aussi son Instagram pour que... Bien sûr, on mettra en description. Et au Montpellierin que j'ai vu à la plage. N'hésitez pas, voilà. C'est ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est peut-être des questions qu'on n'a pas traitées, peut-être des questions, voilà. Mais en tout cas, on mettra tes réseaux et vous pourrez prendre rendez-vous avec Mamadou. Voilà. Même Axel, tu feras si tu veux. Merci à tous. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.